Nous sommes le jeudi 3 avril 2025 et vous écoutez le 5e épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on va parler technique de prise de vue en photo et en vidéo, en nous intéressant au choix cornélien du travail à main levée ou au trépied. Pour en parler, nous recevons Marie Courtel de Miss Numérique qui est accompagnée du photographe, réalisateur et producteur Quentin Caffier. Cette émission vous est présentée cette semaine par Panajou, la maison de la photographie. Et ben c'est parti, 5e épisode de cette 10e saison du podcast. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin, jour de 1er avril ? Salut Arthur, ça va bien. Bah écoute, pas de blague en ce 1er avril, mais tu sais quoi ? Bon, attends le flash actu, Bon. Je me suis fait avoir par le changement d'horaire le week-end dernier. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal qu'on n'enregistre pas le dimanche, parce que là, j'étais pas bon. Certes. Nous avons le plaisir de retrouver dans notre studio, à ces micros, deux personnes qu'on a déjà entendues. Marie Courtel de Miss Numérique. Salut Marie. Salut. Et Quentin Caffier, qu'on a entendu il y a longtemps. Tu faisais partie des premiers invités en saison 1. En saison 1, il y a quasiment 5 ans maintenant. Ouais. On t'a quand même entendu régulièrement au travers de capsules, mais c'est un plaisir de te retrouver parmi nous, Quentin. Salut Arthur, salut Benjamin. Et en plus, la dernière fois, on l'avait fait en ligne puisqu'on était encore post-Covid. On était covidés. Voilà, donc du coup... On a fait peu d'émissions à distance, mais je m'en souviens, en effet. Donc je suis très content d'être avec vous en vrai, vous êtes beau. Ouais. Bon, je vais quand même vous représenter. Donc Marie, toi, tu es la responsable des ventes de Miss Numérique, un célèbre revendeur spécialisé en ligne qui possède néanmoins une boutique située en banlieue de Nancy, aux 4 rue Catherine Sauvage à Essey-les-Nancy. C'est tout à fait ça. Very good. Quentin, toi, cela fait désormais plus de 15 ans que tu es auteur-photographe, d'abord à ton compte, en tant qu'associé de la société de production Grimm, puis désormais en tant que fondateur de Sénélite. Sénélite, on dit ? Sélénite. Sélénite Film, une société de production audiovisuelle que tu as fondée avec Pierre-Louis et Raphaël Lopez. Avant cela, tu as suivi une formation à l'ENS Louis Lumière au cours de laquelle nous avons fait tous les deux connaissance. Au fil de ta carrière, tu as multiplié tes compétences et tes casquettes pour aujourd'hui être aussi à l'aise derrière un appareil photo que derrière une caméra, aussi bien dans ton studio Five Monkey ou sur le terrain. Tu signes un travail d'auteur et un travail commercial avec de prestigieux clients dans l'univers de la mode, de la beauté, les spiritueux et même l'automobile. Quentin, ça fait 18 ans qu'on a quitté Louis Lumière. Je ne sais pas toi, mais moi, je sens le poids des années arrivées. Ouais, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne. Hein. C'est le moment où on commence à dire qu'on ne comprend plus vraiment comment parlent les jeunes et que leur musique n'est pas ouf. Donc, voilà. Et on va parler de trépied qui paraît aussi d'un autre temps. Si je puis me permettre. Ça va pas nous rajeunir. Comment ça se répartit, du coup, aujourd'hui, ton travail entre ta casquette de photographe et ta casquette de réalisateur vidéo, on va dire ? Alors, c'est assez étonnant parce que suite au Covid, je suis revenu très très fort dans la photo alors que j'exerçais plus dans la vidéo avant. Je sais pas, je pense que ça me plaisait plus. J'avais envie d'y revenir, notamment parce que j'ai fait une expo et ça m'a relancé là-dedans. Et après, sur la vidéo, après avoir fait pas mal de clips, je fais un petit peu de vidéo pour la Cosmé, etc., je me suis lancé dans le documentaire. Ouais. Donc, j'ai refait une formation à la Fémis. Et en fait, voilà, j'avais déjà fait un petit documentaire en 2016. Et là, par contre, je fais un documentaire de création sur lequel je travaille depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, c'est mon activité vidéo principale. Et puis après, je continue surtout dans la photo. Bon, parfait. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose que l'on attaque cette émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance le nouveau Z5 II. Le festival La Gacilly se met à l'heure anglaise et il vous reste encore 1 mois pour participer au grand concours photo de Montier-en-Der.
Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon annonce son nouveau Z5 II, la porte d'entrée full frame dans son système hybride en monture Z. Au programme, un capteur rétro-éclairé et stabilisé de 24,5 millions de pixels associé au processeur d'image XPeed 7 qui est capable de monter à 64 000 ISO en photo et 51 200 ISO en vidéo. Niveau stabilisation, Nikon annonce un gain jusqu'à 7,5 IL au centre de l'image grâce à la fonction Focus Point VR. Côté autofocus, le Z5 II hérite de la détection de plusieurs sujets, dont des modes dédiés aux oiseaux et aux avions, du suivi 3D et d'une sensibilité jusqu'à moins 10 IL. En rafale, l'appareil avale jusqu'à 30 images par seconde en JPEG et 14 images par seconde en RAW et intègre un mode de pré-déclenchement. Côté vidéo, il est capable de produire des séquences 4K jusqu'au 60p, le RAW vidéo en interne, le N-Log et l'utilisation des LUT RED. On retrouve un viseur lumineux haute résolution avec une luminosité maximale de 3000 nits, équivalente à celle des Z8 et Z9. Un écran orientable et tactile, un bouton d'accès direct au Picture Control, 2 slots SD UHS 2 et un boîtier en alliage de magnésium avec le même niveau de protection que celui du Z6 III. On vous propose d'écouter Baptiste Soto, le directeur commercial de Fox Distri, nous partager son ressenti sur l'arrivée de ce nouvel appareil. La cible de ce type de boîtier, pour moi, elle ne va pas se retrouver en face d'un Z6 III, d'un Z7, d'un Z8 ou des boîtiers équivalents dans les autres marques. On se retrouve généralement sur le plein format avec à l'arrivée d'un nouveau produit, les anciens boîtiers qui baissent de prix. Et en fait, le marché des produits à moins de 2 000 € jusqu'à présent était occupé par des produits qui dataient et qui étaient ramenés à des prix beaucoup plus raisonnables, et ce qui permettait à tout un chacun d'accéder à des produits plein format. Aujourd'hui, la position de Nikon, c'est d'arriver avec un produit tout neuf, tout frais, directement dans ce positionnement. Donc, ce qui veut dire que c'est un boîtier qui est équipé de toutes les dernières technologies. Aujourd'hui, tous les boîtiers full frame, par exemple, enfin, aucun boîtier full frame à moins de 2 000 € n'a ce prédéclenchement. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment nouvelles, et le fait d'arriver avec un produit nouveau à ce niveau de prix, pour moi, c'est important parce que ça permet vraiment de montrer à des primo-accédants des fonctions qui sont plus évoluées et qu'on retrouve aujourd'hui que sur des boîtiers experts ou professionnels. Après, quand on est sur des Z6 III, des Z8, on a des enregistrements sur des systèmes de cartes beaucoup plus performants. On a des produits qui s'adressent à une clientèle très experte et qui est sur un renouvellement de boîtier. Aujourd'hui, c'est rare qu'un client aille aller chercher pour son premier boîtier un Z6 III ou un Z8. Donc là, l'intérêt, c'est de faire rentrer des clients sur le marché du plein format en leur montrant ce qu'on peut faire. Après, il reste de la capacité de monter en gamme. Le sujet va effectivement se poser avec le Z6 II, par contre, où là, il va y avoir une cohabitation entre les deux produits qui va peut-être être un petit peu plus compliquée. Mais vis-à-vis du Z6 III, du Z8, ces produits ont encore beaucoup de choses à faire valoir. Avec des grosses différences d'usage, de résistance, de capacité derrière à monter dans la personnalisation du produit, sur lequel un client d'un Z5 II ne va pas forcément être amateur de ce genre de fonctionnalité. Le nouveau Nikon Z5 II sera disponible dès le 24 avril prochain au prix de 1 899 € boîtier nu. Il sera également proposé en kit avec un zoom 24-50 au prix de 2 199 € ou un zoom 24-70 f4 constant série S au prix de 2 499 €. Le festival La Gacilly Photo, fondé et présidé par Jacques Rocher, revient pour une 22e édition à partir du 1er juin et jusqu'au 5 octobre prochain dans le Morbihan. Cette année, ce sera So British. Au programme, des expositions toujours gratuites et présentées en extérieur de photographes de renom, soigneusement sélectionnés par le commissaire Cyril Drouet. Imaginez pouvoir découvrir au même endroit les célèbres images du légendaire photojournaliste Don McCullin, les irrésistibles photos de Martin Parr, les cyanotypes d'Anna Atkins, les photos de rue de Tony Ray Jones, grande influence de Martin Parr, ou encore les portraits de légende du rock de Terry O'Neill.
Parallèlement à ce programme anglais, le festival mettra aussi à l'honneur des photographes dont le travail porte sur les enjeux environnementaux, comme Laurent Balesta que nous avons reçu au coin du feu à ses micros, Robert Doisneau, Stéphane Lavoué, Françoise Huguier ou Axel de Russet. Si vous souhaitez en savoir plus sur le festival Lagacilly Photo, nous vous invitons à découvrir l'émission Au coin du feu avec Cyril Drouet et Jacques Rocher que nous avons réalisée l'année dernière. Sachez que l'année dernière, c'est près de 300 000 visiteurs qui se sont rendus au festival Lagacilly Photo. On continue avec les rendez-vous annuels récurrents et on se prépare à l'automne prochain pour l'édition 2025 du festival de Montier-en-Der. Comme chaque année, le festival organise un grand concours international de photos de nature ouvert à toutes et tous, que vous soyez amateurs, passionnés ou même professionnels. Vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour tenter votre chance gratuitement dans différentes catégories. Oiseaux sauvages de pleine nature, mammifères sauvages de pleine nature, autres animaux sauvages de pleine nature, plantes sauvages de pleine nature également, graphisme et forme et matière de la nature, paysage naturel du monde, séquence imagique représentant une suite homogène chronologique ou harmonieuse de 3 à 5 images sur les thèmes précédents, séquence filmée montrant une courte vidéo de nature, l'homme et la nature, images militantes ou documentaires, et enfin nature revisitée. L'inscription et la participation se fait directement depuis le site internet du festival, concours.photo-montier.org. Il y a plus de 40 000 € de lots à gagner. Voilà pour l'actualité cette semaine. Une réaction évidemment sur l'annonce de Nikon. 1899 €, boîtier nu pour un boîtier spéqué comme ça, une nouveauté. Ça faisait longtemps, Marie, qu'on n'avait pas entendu un niveau de prix similaire. Oui, effectivement, c'est un boîtier qui est très attendu par rapport à son prix. Son placement de prix est très intéressant en sortie. Et puis le Z5 était quand même commençait à être vraiment ancien. Donc là, c'était très attendu. Café. Pardon. Oh, la balle perdue, c'est méchant. Mais ancien, mais il reste abordable. Le Z5, on le trouve à 1500 €, ce qui n'est pas ridicule aussi pour un plein format d'entrée. Peut-être en attendant que le Z5 II arrive. Ah oui, c'est vraiment effectivement un boîtier hyper abordable en plein format, mais c'est vrai que les specs du Z5 II font rêver, surtout en vidéo. Je pense qu'ils ont fait pas mal d'avancées avec l'association RED, enfin avec le rachat de RED, et de pouvoir avoir des luttes RED, ce genre de choses pour du vidéaste, pour commencer sur un boîtier aussi abordable en vidéo. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. En vidéo et en photo aussi quand même, parce que bon, il y a le processeur Expeed 7, donc ça fait un mini Z6 III, on peut dire ça, même si au niveau de l'ergonomie, la roue principale n'est pas bloquée, le viseur est moins bon, mais il est quand même très correct. Il y a des fonctions en photo qu'on trouve dans le ZF, dans le Z6 III, comme le Pixel Shift, qui amène aussi la définition à 96 millions de pixels. C'est pas mal. Donc c'est vrai que pour un boîtier à moins de 2000 €, on a un truc qui est très valable. Pour l'avoir eu en main, j'ai trouvé que la poignée était très bien conçue aussi. La visée, donc, excellente, à 3000 nits, tu l'as dit, Arthur, dans la présentation. Bah, franchement, je trouve que là, on a envie de saluer un peu cette sortie. On se plaint trop souvent des prix trop élevés pour ne pas, cette fois, tirer un coup de chapeau à Nikon. Ça reste quand même un budget, hein. C'est quand même 1900 €. Il faut ajouter le prix d'une optique. Bon, mais oui, mais on a un boîtier c'est moins délirant que double ce qu'on a carte pu SD, dire, quoi. niveau de protection digne du Z6 III. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand on met en rapport à ce qu'on peut trouver en face en APS-C, en micro 4 tiers, je trouve qu'on y reviendra en fin d'année quand on parlera des guides d'achat. Je trouve que la proposition est plutôt alléchante. Quentin, toi, aujourd'hui, tu bosses avec quoi comme matos ? Alors moi, j'ai toujours un R5 parce que j'ai aussi beaucoup d'optique et de matériel Canon. Et première génération ? Ouais. Ok. Je suis pas passé au R5 II pour plein de raisons, notamment parce que je me suis équipé en GFX l'été dernier Oula, pour le studio. ok. Et du coup, ce que je fais avec le R5 me suffisait en Mark 1. Bon. Moi, je voulais juste vous annoncer. Alors, on a évoqué la semaine dernière l'arrivée de Sirui, constructeur tierce d'optique chinois, dans la Helmut Alliance avec une première optique autofocus. Et ben, cette semaine, c'est TT Artisan qui se lance également dans cette fameuse monture L avec un nouveau, c'est pas un nouveau, c'est une déclinaison d'une optique actuelle, un 75 mm f2.
autofocus naturellement, qui sera désormais disponible en monture L. Donc cette monture L commence à intéresser de plus en plus d'acteurs et les utilisateurs, en particulier des Lumix S5 II et du nouveau S1R Mark II, vont avoir du choix et on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être redire un tout petit mot de Montier Ander. Tu as annoncé les grandes lignes. Toi, Ouais. tu t'y rends tous les ans, non, Marie Oui, effectivement, nous, on tient un stand tous les ans, justement avec Lumix, pour Ok. faire le lien avec la monture L et Sigma L. Donc, on a un stand et on est ravis d'accueillir tous les ans les clients et des personnes de passage. D'autant plus qu'avec le magasin, on est un peu le local de l'étape. Bah c'est ça, c'est Ouais. dans le même coin. Hein. C'est vous qui faites le moins de kilomètres, mais c'est pas mal pour tester les longues focales, notamment le long du lac de Der. Ah oui, oui. En plus, là où on est situé, on est vraiment le long du lac. Et donc, on permet aux gens de prendre du matériel et d'aller tester grandeur nature, parce qu'on est dans un gymnase. Donc, clairement, les longues focales dans un gymnase, le panier de basket, on l'a vu et revu. Mais du coup, effectivement, c'est hyper intéressant. Les gens peuvent aller se balader, tester le matériel, les longues focales, les boîtiers, les nouveaux boîtiers aussi. Donc, c'est vraiment un moment en plus qui est très convivial. Nous, on est ravis d'y aller tous les ans. C'est un salon unique, hein, vraiment, pour ceux qui sont jamais Qu'on aime ou pas, hein, la aller photo à de nature Montier, animalière, c'est une expérience, c'est vraiment très sympa. C'est assez Prenez des bottes, on sait jamais, extraordinaire. c'est toujours utile. Et un kawaii. Et un Un kawaii, kawaii. Parce que le lac du Der en novembre, ça reste quand même une période qui est très intéressante pour justement les grues cendrées. C'est pour ça Ouais. qu'au départ, ils avaient, pour la migration des grues cendrées, pardon. Mais du coup, c'est vrai que la météo n'est pas toujours propice. Donc, il faut bien être couvert. Mais si on est bien couvert et bien équipé en photo et en vêtements, franchement, c'est que du plaisir. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, mon cher Benjamin, d'ici à la fin de l'année. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Il est temps de passer à ta chronique hebdomadaire, ta story, et tu reviens sur le centenaire de Leica, bientôt célébré avec la vente aux enchères d'un appareil mythique. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Il s'agit d'un des appareils photo les plus rares de l'histoire. Tous les collectionneurs connaissent son existence. Le Leica série 0, portant le numéro 112, va être mis aux enchères le 27 juin, à l'occasion de la célébration du centenaire de Leica dans l'antre de la marque, au Leidspark à Wetzlar. D'ici là, le modèle est présenté pour la première fois à la semaine du design à Milan, au Leica Store de la Cité Lombarde, dès le 4 avril. Pour comprendre à quel point cet appareil photo est mythique, il faut remonter le temps et revenir en 1923, soit 2 ans avant la commercialisation du Leica A lors de la foire de printemps de Leipzig. Le premier Leica fabriqué en série par la société Ernst Leitz GmbH. Ce Leica A est alors présenté comme, je cite, « le plus petit appareil à être équipé d'un obturateur type plan focal », rapporte Todd Gustafson dans son livre 150 ans d'appareil photo aux éditions Erol. En 1923, donc, le mécanicien de précision Oscar Barnack, responsable du département des essais, convainc Ernst Leitz, chef du département optique, de fabriquer une vingtaine de prototypes et de les confier à un panel d'employés, de photographes professionnels, ainsi qu'à des scientifiques pour voir leur réaction. Ces modèles, construits en aluminium moulé sous pression et recouverts de cuir artificiel, incarnent la Deutsche Qualität. Concrètement, les Leica série 0 sont munis d'un viseur sous la forme d'une lentille rabattable, d'une focale de 50 mm ouvrant à f3.5. L'obturateur mécanique, pourvu d'un rideau en caoutchouc, obéit à des temps de pause compris entre le 20e et le 500e de seconde, avec la pause B au choix. Le format de pellicule est bien sûr le 24-36, cher à Oscar Barnack. Chaque numéro de série est gravé sur le capot. Malgré des retours mitigés quant au format, d'une taille inférieure aux plaques et films utilisés à l'époque, Leitz prend la décision de lancer la production en série en 1925 sous le nom Leica A, contraction de Leitz et Camera. C'est bien l'avènement de cet appareil compact et léger au format 35 mm dont Leica célèbre le centenaire cette année à Wetzlar.
Un autre modèle de la série Leica 0, le numéro 105, ayant probablement appartenu à Oscar Barnack. Le nom du célèbre inventeur est gravé sur le viseur, mais mal orthographié, Oscar étant écrit avec un C, a été adjugé à 14,4 millions d'euros lors d'une vente aux enchères il y a 3 ans. Un record jusqu'à aujourd'hui, en attendant le 27 juin et la mise en vente de ce fameux numéro 112. Pour lancer les paris un peu sur le prix de vente, surtout peut-être même le profil de l'acheteur. Je sais qu'il y a beaucoup de grands collectionneurs de matériel Leica, qui soient collectionneurs passionnés de photos ou de purs spéculateurs qui s'intéressent à ce genre de produit. Les 100 ans de la marque, on va en parler évidemment tout au long de l'année. Et puis on va reparler de ce fameux Oscar Barnack. Oui, je trouve qu'au-delà du prix, finalement, l'événement, c'est surtout un moment qui permet de reparler de ces produits un petit peu mythiques. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé du Kodak Vest Pocket, dont on espère retrouver un exemplaire au sommet de l'Everest pour élucider un des plus grands mystères de l'histoire de l'alpinisme. Bon, là, ça permet de reparler du Leica A, donc le premier vraiment modèle 35 mm de l'histoire, compact. Il faut savoir que Oscar Barnack était asthmatique, donc il cherchait en fait lui-même à avoir un système plus compact que les plaques de verre à l'époque, etc. C'est pour ça qu'il s'était lancé dans la conception de ce produit-là. Il avait commencé dès 1914 avec le Ur Leica, qui inaugurait vraiment le 24-36. Là, c'est le Leica A qui sort en 1925. Alors, aux États-Unis, c'était le Leica 1 modèle A. Voilà, c'est pour ça que parfois, on peut lire Leica 1 aussi. Donc, il y a 10 000 histoires à raconter autour de Leica. On va revenir sur des temps forts, je pense, tout au long de l'année. On pourra parler de la monture M, le premier Leica M3 sorti en 1954. On pourra parler de la monture Avis 39 qui est assez mythique aussi. La monture L, plus récente, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le tapis est déroulé et on va pouvoir en parler de tout ça. Chez Miss Numérique, vous proposez évidemment aussi de l'occasion. Et est-ce que vous avez des modèles comme ça un petit peu emblématiques qui s'adressent peut-être plus à des collectionneurs plutôt qu'à des utilisateurs de produits vintage? Alors effectivement, on propose du Leica et on propose du Leica d'occasion. Ce type de produit, c'est effectivement, je pense, un chemin à part de collectionneurs. Nous, effectivement, quand on peut avoir ce genre de demande, on regarde ce qu'on peut leur proposer, mais ça reste vraiment de collectionneur à collectionneur et c'est pas notre travail. Il y a des gens qui le font très bien, qui savent très bien coter ce genre de matériel et qui ont les contacts aussi pour les revendre. Je pense qu'un collectionneur n'ira pas naturellement chez Miss Numérique regarder s'il y a du Leica d'occasion. S'il n'y en a pas, il n'ira pas, mais s'il y en a, il ira. Mais effectivement, on a du Leica d'occasion, mais plutôt sur des boîtiers plus classiques. Est-ce qu'il y a de l'argentique chez Miss Numérique, enfin en occasion, par exemple du M6, je sais pas, des choses comme ça? Actuellement, non. On fait de l'occasion uniquement sur le numérique puisque on n'est pas réparateur et comme on garantit notre matériel d'occasion 1 an, il faut qu'on puisse le faire réparer par les centres techniques des marques. Donc aujourd'hui, on n'est pas allé sur l'occasion en argentique. Quentin, si tu pouvais t'offrir un boîtier légendaire, on est open budget, qu'est-ce que tu choisirais? Moi, je voudrais le Hasselblad qui allait sur la Lune. Ah, d'accord. Pas mal. Moi, je voulais le X-Pan, tu vois. Hasselblad aussi, c'est marrant. J'avoue que le X-Pan, c'est un très très beau boîtier aussi. Mais bon, j'aime bien l'histoire de la conquête spatiale, donc je pense que pour l'histoire, ça me ferait plaisir. Et toi, Benjamin? Je viens de le dire, le X-Pan, ouais, le X-Pan 2, oui, pourquoi pas. Mais pas donné, sur le marché de l'occasion, je scrute régulièrement et c'est vraiment cher, quoi. Bon, ça marche. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion autour des techniques de prise de vue sur trépied ou à main levée. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
Passionnés de photos et de vidéos, faites confiance à Camara, la première coopérative de magasins spécialistes photos et vidéos en France. Camara, ce sont 90 magasins indépendants représentant les plus grandes marques du marché. Animés par des passionnés et des experts techniques, vous aurez accès à des conseils ultra personnalisés, des démonstrations de produits, des prêts de matériel façon touch and try, des coachings photos et la promesse d'un service après-vente fiable et professionnel. Camara, c'est aussi un vaste choix de matériel d'occasion dans nos magasins et la possibilité de bénéficier de reprises sur votre ancien équipement. En prime, toute l'année, Camara vous offre la 3e année de garantie sur l'achat de matériel neuf en boîtier et optique hybride. Partagez et vivez votre passion auprès de spécialistes reconnus. Venez en magasin ou retrouvez-nous sur www.camara.net. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Marie Courtel de Miss Numérique et le photographe et réalisateur Quentin Caffier pour parler technique de prise de vue et plus particulièrement du travail à main levée et du travail sur trépied. Alors que l'on fasse de la photo ou de la vidéo, que l'on travaille dans le confort d'un studio ou sur le terrain, que l'on fasse du portrait, du reportage, du paysage, de la macro, de l'animalier ou même du sport, dans tous les cas de figure, le fait de travailler à main levée ou sur trépied apportera des avantages et des inconvénients. Bien entendu, certaines configurations imposeront par définition ce choix, mais bien souvent, il est tout à fait possible d'opter pour l'une des deux options. On va donc commencer par parler du travail avec un trépied, qui est probablement l'un des accessoires incontournables dans lequel il faut investir quand on se lance dans la photo comme dans la vidéo. Quentin, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on décide de travailler avec un trépied en photo, je précise? C'est une question, c'est assez difficile de répondre dans l'absolu, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre du type d'image que tu dois produire. Quand tu fais de la nature morte, quand tu fais du portrait, tu vas pas chercher la même chose. Je dirais que une des choses qui m'a le plus poussé dans un premier temps à prendre un trépied, c'est qu'au début de ma carrière, j'ai fait pas mal de e-shop. Et donc, je devais poser mon appareil et on est censé garder une certaine consistance dans le cadre, faire en sorte que je ne vais pas avoir un modèle tout petit, un modèle très zoomé. Et en général, j'installais mon trépied, je faisais mon cadre et je gardais à peu près le même cadre pendant toute la journée. C'est-à-dire, on travaille sur autre chose que ça. Ça, Ok, c'est, je pense, le premier élément. premier truc. Après, il y a des notions aussi de précision dans le cadrage. C'est-à-dire, on peut vraiment pointer des choses extrêmement précises avec un trépied qui sera beaucoup plus difficile d'obtenir à main levée. Moi, je fais beaucoup de types d'images différentes, mais je suis aussi amené à faire de la nature morte. Et c'est sur la nature morte que j'ai beaucoup plus investi, non seulement dans le trépied, mais dans la rotule. Parce qu'en fait, chaque rotule va avoir une utilisation un petit peu différente. Et notamment, sur la nature morte, ce qui est intéressant, c'est de partir sur une rotule micrométrique Ouais. qui permet de modifier son cadre de manière extrêmement précise. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de demandes sur les trépieds, les rotules spécifiques comme ça en magasin? Oui, on a de la demande, d'autant plus que les trépieds s'allègent énormément parce que souvent, un petit peu l'inconvénient du trépied, c'est l'encombrement, le poids. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du carbone, on a des trépieds qui se sont vraiment allégés, qui se sont compacifiés avec des charges admissibles qui sont assez importantes. Donc, effectivement, on a quand même toujours cette demande en trépied et en rotule parce qu'il y a quand même de plus en plus de rotules, de plus en plus légères, de plus en plus précises. Les micrométriques sont les plus précises, mais il y a plein d'autres types de rotules pour tout type d'usage, en fait. Et donc, du coup, les clients viennent pas en se disant je vais faire que de la photo au trépied, mais en disant j'aurais à un moment donné dans mon usage besoin d'un trépied, donc il faut que j'en possède un pour ne pas être limité. Oui, parce que ça permet surtout aussi en photo, hein, toujours le trépied d'exploiter des fonctions créatives au sein des boîtiers. On a parlé du pixel shift tout à l'heure par rapport au Z5 II. Sur ton GFX 100 S2, tu peux aussi avoir un pixel shift à 400 millions de pixels. C'est quand même pas mal. Et tu es obligé d'avoir un trépied en fait pour obtenir ce genre de choses. Pour faire du focus stacking en macro, par exemple aussi, de la photo par empilement, pour faire de la pose longue. C'est quand même L'astrophotographie. l'astrophotographie. Donc finalement, on se dit, ok, la stab est dans tous les boîtiers aujourd'hui, ou combiné avec les optiques, c'est fabuleux, on peut faire beaucoup de main levée, mais le trépied, en réalité, reste assez incontournable pour certains usages. Dès que tu as besoin d'avoir un cadre extrêmement précis,
tu dois être sur trépied. Il y a aussi un élément, c'est que quand je fais de l'image commerciale, je vais avoir d'autres personnes qui vont intervenir sur l'image. Je vais avoir une set designer qui va poser les objets, j'ai le client qui va me donner un avis, j'ai mon assistant qui m'aide à faire les passes de lumière, parce qu'en fait, souvent en nature morte, on va pas faire une seule lumière, on va d'abord avoir une lumière générale, mais ensuite on va venir éclairer spécifiquement des objets qui n'ont pas les mêmes matières, etc. Pour tout ça, il faut d'une part avoir un cadre qui est parfaitement fixe et qui ne bouge pas, mais aussi, par exemple, moi, ça m'arrive souvent d'être en live view, d'avoir un retour vidéo pour les personnes qui interviennent sur l'image en même temps que moi. Et donc, eux, ils peuvent aller se dire, bon, bah là, je vais déplacer genre de 3 millimètres cette petite cuillère, ce pot de crème, je vais le mettre comme ça, cette fleur, je vais la mettre comme ça. C'est impossible à faire à main levée. Hmm. Et toi, tu as un usage en studio dont tu nous parles ici, mais il y a aussi l'utilisation du trépied sur le terrain. Tu évoquais la pause longue, Benjamin, mais au-delà de la pause longue de plusieurs secondes qui, par définition, nécessite un outil comme ça, il y a aussi cette possibilité de venir contrer, en quelque sorte, le phénomène de flou de bouger sur des temps de pause quand même beaucoup plus courts, mais qui nécessitent quand même un minimum de stabilité et pour lesquels même la meilleure des stabilisations du monde ne peut absolument rien faire. Alors, pour rentrer un peu dans le concret, on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Kevin Meignier, spécialiste entre autres dans la réalisation de paysages. Il nous raconte quand, pourquoi et comment il travaille avec son trépied sur le terrain. Dans ma pratique, au niveau de la photo de paysage, c'est très aléatoire entre l'utilisation du trépied ou non. Je fais beaucoup d'expés, on va dire, qui sont souvent en très haute montagne et suivant la photo que je vais chercher, je vais avoir besoin ou non, en fait, du trépied. Pour de la photo one shot, j'utilise régulièrement le trépied, non pas parce que ça va m'apporter, on va dire, je dirais une stabilisation ou autre en premier lieu en tout cas, mais principalement pour pouvoir poser mon matériel. Je vais à l'affût, on va dire, de mes photos de paysage et du coup, je vais attendre des fois un certain temps d'avoir vraiment la lumière ou le mouvement parfait au niveau des nuages, et cetera, pour pouvoir shooter. La période avant, on va dire, de shooter, je vais justement peaufiner mon cadrage pour avoir le cadrage le plus précis possible. Donc là, je vais positionner sur trépied, on va dire, mon matériel photo, mon boîtier, mon objectif, et je vais travailler justement mon cadrage pour qu'il soit le plus parfait possible et que quand le moment, on va dire, va se déclencher, je n'aurai pas à rechercher encore de nouveau, on va dire, le cadrage. Il sera déjà positionné, il sera déjà prêt, il sera déjà parfait et j'aurai juste à être à l'affût et à surveiller, on va dire, mes lumières et que quand le moment se présente, à partir de là, j'aurai juste à shooter. Moi, j'utilise un trépied qui n'est pas clairement pas compact, pour la simple et bonne raison, c'est que je shoote, la 98 de mes photos de paysage, je les shoote avec un téléobjectif. Un téléobjectif, ça peut être, j'ai un 100-400, ça peut être un 800, ça peut être un 500, donc automatiquement, moi, je vais chercher quand même de la stabilité. Un trépied, on va dire full compact ou une rotule qui, aura du mal à supporter ce gabarit-là, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc non, mon trépied, on va dire, n'est clairement pas compact. C'est un carbone, oui, ce qui me permet d'avoir quand même un gain de poids. Mais après, on va dire, c'est quand même du trépied assez mastoc. Quentin, quand tu fais du portrait posé avec un trépied, comment ça se passe le moment finalement où tu installes ton boîtier dans ton studio, où tu choisis entre guillemets la première hauteur de ton matériel? Est-ce que d'ailleurs, tiens, le trépied permet entre guillemets d'imposer de, imposer une espèce de contrainte ou de cadre qui peut être un peu propice à la partie du portrait vis-à-vis de son modèle? En l'occurrence, j'utilise pas énormément de trépied pour le portrait, mais ça m'arrive et ça m'arrive quand effectivement, c'était un petit peu ce qui était dit dans le témoignage, j'ai envie de découpler le cadrage de la gestion du modèle. Ça peut m'arriver de me dire: «OK, mon cadrage, c'est ça, je vais avoir des éléments de décor, des choses que je vais absolument faire entrer dans le cadre» et une fois que j'ai fait ça, je peux le poser sur pied, comme ça je me libère de cette contrainte de devoir recadrer en permanence et je vais travailler sur, évidemment la mise au point, mais aussi la discussion que je vais avoir avec le modèle pour avoir une attitude intéressante.
C'est intéressant ce qu'il disait, je trouve, Kevin Meignet dans son témoignage, parce que dans une approche plus paysagiste ou naturaliste, ça permet aussi de soulager un peu le trépied. J'ai des images qui me viennent en tête de Vincent Munier en affût avec ses énormes pieds, ou Jérémy Villet, même le boîtier posé comme ça, et ça permet quand même aussi de ne pas être bras tendu des heures. Même en safari, moi, pour en avoir fait un petit peu, ça permet vraiment d'être plus réactif et plus précis d'ailleurs au moment vraiment où on va déclencher, de ne pas être fatigué, quoi. Et on parle beaucoup de trépieds, mais il y a les monopodes aussi qui sont de bonnes alternatives. Je ne sais pas si vous en vendez aussi à Miss Numérique ou si vous avez de l'intérêt pour ces produits-là, mais c'est peut être parfois le bon compromis aussi. Oui, on vend beaucoup de monopodes justement parce que c'est le bon compromis. On ne va pas avoir la même stabilité qu'un trépied. Effectivement, contrairement à un trépied où on peut un peu lâcher son matériel, avec le monopode, c'est pas possible. Même si effectivement, il y a certains monopodes qui ont des embases qui sont plus stables. Oui, avec les trois petites Exactement. pattes qui se déplient. Ouais, mais C'est ça tient ça. pas debout tout seul. Ah non, non, le trépied, le monopode tient debout tout seul, mais sans le matériel. Ouais. Il faut pas se risquer à lâcher son monopode quand on a son matériel dessus. Non, on va pas C'est une dire très ça. mauvaise idée. Mais oui, on a beaucoup de gens qui s'intéressent au monopode parce que justement, c'est une alternative moins encombrante, moins lourde au trépied. Et puis, ça peut aussi faire poignée en même temps. Donc, ça peut avoir un intérêt assez... Ça fait bâton de marche aussi. D'ailleurs, Ouais. il y avait Manfrotto à une époque. Il y avait une gamme off-road. C'était des bâtons de marche qui étaient munis d'un pas de vis sur le dessus et un capuchon. Ça faisait un peu accessoire de James Bond, mais tu soulevais le capuchon, tu pouvais visser ton boîtier dessus. Oui, Mhm. exactement. Et en plus, aujourd'hui, il y a des gammes de trépieds où ils sont aussi monopodes. Ouais, les Transformers là. Et ça, c'est pas mal parce que justement, ça évite d'investir dans les deux et puis d'avoir les deux quand on part faire de la photo. Donc, soit on dévisse une jambe, soit c'est la colonne centrale, mais en tout cas, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Est-ce qu'on raisonne de la même manière en vidéo qu'en photo sur ce sujet-là, Quentin? Il y a une grosse différence entre la photo et la vidéo, c'est la gestion de la stabilisation. Parce que comme en vidéo, on va être en mouvement, enfin pas forcément, on peut avoir des plans et des cadrages qui sont fixes, mais moi j'aime bien quand même avoir du mouvement dans mes plans. Peut-être parce que faisant de la photo à côté, je suis un petit peu frustré quand mes cadres restent fixes. Et donc dans ces cas-là, c'est vrai que ces dernières années, on a eu accès à énormément de matériel pour stabiliser son image et faire des mouvements. Alors je pense que ça peut venir en complément ou en concurrence avec ce qu'on ferait au trépied. Moi, j'utilise beaucoup de Ronin. J'utilise aussi un système qu'on appelle un Easy Rig, qui permet d'avoir des images à main levée, mais qui va déporter le poids sur les hanches, de manière à justement, tu parlais tout à l'heure, Benjamin, de ne pas se fatiguer. Des fois, faire des plans où on sait que pendant 3-4 minutes, il faut qu'on reste fixe, sans rien, juste à bout de bras, ça peut être un peu fatigant. Moi, je suis pas très musclé, donc j'ai besoin de trouver des solutions. Donc oui, en fait, je pense que le fait de travailler, sur un trépied en vidéo, encore une fois, ça dépend du type d'image qu'on veut, enfin, du type de vidéo qu'on veut faire. Mais au-delà du trépied en vidéo, ce qui va distinguer finalement l'utilisation, c'est plus la rotule, non? Est-ce que c'est pas ça qu'on va regarder? Alors, il y a le poids aussi du trépied qui peut être important, avoir un truc vraiment stable. Peut-être avoir un moyen de le lester aussi. Quand il y a beaucoup de vent sur le terrain, ça peut être un critère de choix, mais le choix de la rotule, finalement, c'est ce qui prédomine. Ouais, Non? la rotule, c'est pas du tout la même chose. Une rotule photo, elle va être faite pour être déplacée, mais on peut la modifier, on peut la bouger, mais au moment où on fait la prise de vue, il faut qu'elle soit fixée. Alors qu'une rotule vidéo, souvent, on a un petit réglage de dureté qui permet de fluidifier un peu ses mouvements quand on fait des pannes, quand on fait des tilts, etc. Et souvent, les rotules vidéo ne permettent pas, elles n'ont pas l'axe qu'on a sur les rotules photo, où les rotules photo, elles ont 3 axes. Les rotules vidéo, souvent, elles ont 2 axes. Elles vont faire des pannes, des tilts, et on peut pas trop les faire tourner En vidéo, on veut être à en niveau roulis. généralement, quoi. Ouais, mais par exemple, tu vois, ce qui arrive de plus en plus avec forcément les réseaux sociaux, etc., c'est d'avoir des vidéos qui doivent être faites en vertical. Mm. Et donc, il y a très peu de boîtiers ou de caméras qui permettent de fixer une caméra en vertical, ce qui oblige à utiliser soit des cages, soit des L-brackets. Mais par exemple, sur du matériel photo comme le R5, genre, si je mets un L-bracket, je peux plus brancher mes câbles. Donc voilà, ce qui fait que du coup, ça m'arrive quand je fais de la photo et de la vidéo dans la même séance ou un truc comme ça, je suis obligé de changer de rotule, alors que je pourrais très bien prendre une rotule et juste pouvoir repasser. Figure-toi que sur les derniers boîtiers Canon là, qui sont un peu orientés vlog, qui ont été annoncés la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ils ont prévu un pas de vis classique en dessous de l'appareil pour une fixation horizontale, mais aussi un pas de vis sur le côté pour pouvoir le fixer en vertical. Ouais, je crois que tu as ça aussi sur la C70 et de mémoire, tu as ça aussi sur le Sigma FP.
Donc oui, voilà, c'est des trucs qui sont arrivés un petit peu plus récemment, mais c'est pas le cas de toutes les caméras, c'est pas le cas de tous les boîtiers. Donc c'est d'autres accessoires qu'on peut rajouter sur le trépied pour augmenter un peu son ergonomie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un L-bracket? Alors, un L-bracket. Je pense qu'il y a donc beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savent pas du tout ce que c'est. Ouais, basiquement, c'est une pièce en forme de L qui permet qui va se fixer en gros sur le pas de vis d'un boîtier et qui va permettre de mettre un deuxième pas de vis de manière perpendiculaire au premier. Et donc, ça permet de fixer un appareil photo à la verticale. Voilà. C'est un système tout bête, mais qui, comme je disais, parfois peut avoir des problèmes parce que souvent, on va essayer de le mettre sur le côté gauche du boîtier. Enfin, ils sont conçus pour être mis sur le côté gauche. Et le côté gauche, c'est le Connectiques. côté sur lequel il y a les connectiques. Tous Et les donc, fils. voilà, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies des fils coudés. Il y a certains boîtiers qui ne sont pas prévus pour ça. Ça peut abîmer ta prise. Ça, c'est toujours un petit peu contraignant. Alors, quand on s'intéresse un peu à l'univers des trépieds en vidéo, tu évoquais le fait qu'on puisse faire des mouvements avec ces rotules fluides, en quelque sorte, mais il y a aussi tout un tas d'accessoires et de produits qu'on voit souvent traîner sur Internet qui permettent de faire des mouvements motorisés. Je pense par exemple alors comment on appelle ça, Les Edelkrone, là, des les sliders. rigs, les sliders Edelkrone complètement ouf, avec des options. Tu pilotes ça avec ton smartphone, tu peux lui dire ah, tu vas au point A, puis 3 secondes après tu es au point B, puis machin, plus truc, plus bidule. Ça marche ce genre de produit, Marie? Il y a une clientèle pour ça? Oui, il y a une clientèle. Bon, elle est beaucoup plus restreinte que pour des stabilisateurs, par exemple, où aujourd'hui, le stabilisateur pour un vidéaste est un accessoire incontournable. Pour, on va dire, 99% des vidéastes. Je ne parlerai pas du 1% restant parce qu'il y a aussi différents usages, mais je pense que c'est vraiment, vraiment un appareil, un accessoire à avoir dans son sac de vidéaste, hein. Je parle sous ton contrôle. Ouais. Tu peux t'en servir comme rotule aussi, hein. Moi, Ouais. ça m'arrive de le fixer sur un pied et puis de le programmer parce que tu peux aussi le manipuler à distance avec un smartphone. Tout Et à donc, fait. tu veux programmer des vidéos et on en revient à peu près à ce que tu évoques avec les Edelkrone, enfin, tous ces sliders motorisés sur lesquels tu peux rajouter des têtes pour rajouter des axes, etc. Honnêtement, ça a toujours l'air hyper simple quand tu le vois sur les réseaux sociaux Et et à une galère, l'usage, c'est l'enfer. toujours une galère. Ouais. T'es Le jamais slider parfaite. en manuel, c'est quand même sympa, quoi. Quand ça marche bien. Quand Ouais, c'est mais bien limite, fait, moi, je préfère prendre des plus gros sliders manuels qui sont des trucs que tu vas louer, en fait, que tu n'achètes pas parce que c'est des systèmes énormes avec des rails, etc. Et j'ai toujours un meilleur résultat que quand j'essaye de le faire. J'ai tout essayé, hein. Les Rhino, les Edelkrone, les Kessler, j'ai tout fait. C'est toujours une galère. Ton axe, il est jamais aligné. Tu peux toujours avoir des petits tremblements, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une espèce de. Pour moi, il manque une gamme un peu au-dessus qui aurait les mêmes fonctions, qui serait motorisée, Alors, etc., mais attends. qui serait quand même beaucoup plus T'as quali, quoi. jamais essayé de travailler avec ces énormes bras motorisés qu'on retrouve dans les usines d'assemblage automobile, sur lesquels on peut venir fixer caméra ou appareil photo et leur faire des mouvements mais complètement délirants, et notamment avec des optiques un peu chelous, genre les probes Ouais, les Laowa, ouais, de Laowa, là, avec les becs de 30 cm. On peut programmer des mouvements de ouf. Je sais que j'avais vu plein de making-of de pubs pour smartphone qui avaient été faites avec ce genre de solution où les mouvements caméra qu'on est capable de faire avec ça sont complètement barjots, quoi. Bah, la première fois que j'ai vu ça, j'avais vu ça chez un photographe culinaire qui avait à l'époque racheté un bras vraiment d'industrie, qui était un Kuka, et qu'il avait lui-même reprogrammé, enfin fait reprogrammer, etc. C'était quand même très compliqué à utiliser, il fallait programmer tes mouvements, tu devais les simuler dans un environnement 3D, enfin, c'était loin d'être plug and play. Et en plus, souvent, c'est des systèmes qui ont des embasses très lourdes, donc si tu le loues, tu vas souvent au studio où il est parce que le déplacer, c'est une galère. Je sais qu'il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés. Je crois que c'est Cinebot qui fait ça, qui fait un Ciné Mini qui a l'air de faire genre 200 kilos, ce qui est énorme, mais qui est envisageable. Voilà, c'est envisageable de le déplacer si t'as de quoi. Et ouais, c'est hyper excitant et je pense que ça te donne une précision bien supérieure à ce que tu as sur les sliders motorisés. Bah, évidemment. Pour en revenir à des choses plus bassement terre à terre. Et, Oh, Benjamin. Marie, qu'est-ce qu'on peut trouver en magasin Miss Nuri? Quels vont être les critères qu'il faut regarder en priorité quand on va choisir un trépied? Alors, pour les trépieds, il y a plusieurs choses. Donc, il y a effectivement, déjà, la première chose, c'est la charge admise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache ce qu'on veut monter dessus.
généralement, on se dit: «Bah oui, mais j'ai un petit appareil». Oui, mais il y a l'objectif, donc il Elle faut est- la charge admise, elle est valable que pour le trépied ou trépied plus rotule? Ou faut regarder les deux? Comment ça fonctionne ça? c'est trépied plus rotule. Parce que si tu as un trépied qui a une charge admise de 10 kilos et que tu mets une mini rotule de 3 kilos, dans tous les cas, ta charge admise reste à 3 kilos. Et quand tu as un trépied qui charge à 10 kilos, il faut prendre en compte le poids de la rotule aussi dans le poids du matériel que tu vas mettre dessus. Donc il Mmh. faut penser à tout, il faut penser aux accessoires que tu vas mettre, à l'objectif le plus lourd que tu peux mettre. Donc il y a ça, c'est la première chose effectivement à penser, c'est déjà la charge. Après, il y a aussi les différentes possibilités d'un trépied. Savoir est-ce que on a besoin qu'il monte haut ou pas. Est-ce qu'on a besoin qu'il fasse du ras du sol. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une colonne centrale qui peut se mettre à l'horizontale ou parfois des colonnes centrales qui C'est se chouette ça, hein, retirent. quand on peut Ouais. mettre la colonne à 90 degrés pour faire de la macro, c'est vachement Ouais, bien. ce qu'on appelle le top shot. Ouais. Enfin, ça Ouais. fait que. Enfin, je sais qu'en studio, moi, j'utilise un pied colonne, Ah, justement mais ça, parce c'est que. la Rolls-Royce du- Ouais. Bah, en fait, ce qui était rigolo, c'était que je l'ai trouvé d'occasion et ça faisait très longtemps que j'en cherchais un. Cambo, c'est ça la marque? Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, alors, tu peux mettre n'importe quelle rotule dessus. Mhm. Tu peux. En fait, c'est très lourd, c'est très compliqué, mais au moins une fois qu'il est bloqué, il ne bouge plus. Tu peux le lever très À facilement. un puisqu'en doigt. fait, Tu le manipules à un doigt. c'est le ça, truc. tu le manipules à un doigt. Enfin, au final, je me retrouve aujourd'hui à avoir une espèce de collection de 4 ou 5 trépieds parce que j'ai celui-là, j'ai le gros lourd que j'emmène quand je vais shooter en extérieur, enfin pas en extérieur, mais en décor naturel, où j'ai besoin de faire de la nature morte sur lequel je peux monter ma tête micrométrique. J'ai un petit avec une colonne inclinable et j'en ai un léger en carbone parce que quand je pars en voyage, j'aime bien avoir un petit pied aussi. Pareil, si je veux faire une pause lente, si je veux faire un truc, mais que j'utiliserai pas de manière professionnelle parce que même avec un R5 et une optique légère, c'est un petit peu léger. S'il y a un petit coup de vent, ça peut se barrer. Enfin, c'est pas. Mais ça dépanne. Et puis, ça permet de faire des selfies. Mmh. Au secours. Tu veux finir peut-être Bah, effectivement, oui, on en parlait tout à l'heure, le carbone, c'est un matériau qui a permis d'alléger énormément les trépieds, puisqu'avant on était sur de l'aluminium. Donc, le monopode est très léger et très résistant. Le problème, c'est que les gens se disent, mais c'est résistant dans la longueur de la fibre. Donc, s'il se prend un coup sur le côté, bah, c'est plus fragile que de l'aluminium. Ça, c'est certain. Mais du coup, sinon, c'est extrêmement résistant. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour justement les gens qui voyagent beaucoup, qui font de la photographie ou de la vidéo et qui voyagent et qui bougent, qui ont besoin de mettre ça dans le sac à dos. C'est on calcule quand on voyage beaucoup, on calcule vraiment au gramme un petit peu tout son matériel. Et là, le carbone a vraiment un grand intérêt. Et puis après aussi, le dernier critère, c'est l'encombrement replié. Parce que justement, quand on voyage beaucoup, faut que ça rentre dans le sac à dos, faut que ça rentre en bagage. Enfin voilà, faut qu'on ait envie de le prendre aussi. Faut parce qu'on ait que envie de à un le moment, prendre, On ouais. voit le trépied comme ça sur le côté, on se dit voilà, encore ça, de plus, même sur un week-end. Hein. C'est pas forcément Oui. un long voyage, donc il faut inciter. Peak Design avait trouvé ce système de repli vachement ingénieux. D'autres ont un petit peu copié depuis. C'est le meilleur à l'heure actuelle, système? Alors, ça dépend de ce qu'on fait. Il y a des systèmes qui sont très bons. Peak Design, effectivement, est arrivé avec leur trépied qui était vraiment très intéressant. Puis le concept Peak Design avec tous l'accessoirie Peak Design fonctionne vraiment très bien. Travel C'est- Tripod, je crois qu'il s'appelle. C'est ça. Ce modèle. En bon anglais, ouais. Ça Merci, fonctionne. Benjamin. C'est vrai que c'est des trépieds qui sont hyper compacts, donc ça fonctionne bien et les gens sont assez friands de ce genre de matériel. Après, ça va dépendre aussi si on fait de la vidéo. Et comme tu disais du coup tout à l'heure, c'est important aussi le tremblement, surtout en vidéo. Et donc du coup, après, il y a des trépieds on va monter en gamme, voire très haut de gamme avec des marques comme Satchler, où là, on va être sur des trépieds qui sont extrêmement robustes, Trépied extrêmement vidéo, stables, pur. en vidéo pure et qui n'ont pas de micro-tremblement, qui évitent vraiment les micro-tremblements. Et en vidéo, c'est extrêmement important d'avoir ce critère-là en plus. C'est vrai que quand on pense à des trépieds, il y a des marques un peu légendaires hein, qui nous viennent à l'esprit. On a évoqué Satchler pour l'univers cinéma, vidéo ultra professionnel, Peak Design, Cambo pour les pieds Conon. Mais si je vous dis Jitzo, si je vous dis Arca Suisse, et même dans une certaine mesure Manfrotto, c'est quand même des marques un peu historiques de la photographie qui gravitent autour de ce genre de produits. Marie, dans le monde du trépied, comme dans le monde de l'optique, il y a aussi beaucoup de, entre grands guillemets, nouveaux acteurs chinois qui proposent des gammes absolument complètes, très inspirées d'ailleurs
des modèles de grandes marques plus célèbres. Alors j'imagine Benro, Sirui, Lifoto, attends, ça tu vas pas être content, Benjamin, Three Leg Things, je te jure, c'est une marque. Je connais. Ou encore, Très bonne marque. Newer, hein, qui fait quand même un peu fureur sur Amazon. Qu'est-ce que ça donne ce genre de produit? Est-ce qu'ils proposent des modèles carbone au prix de l'alu sur des grandes marques quasiment, quoi? Oui, c'est vraiment ça devient très compétitif. Donc aujourd'hui, ça a permis aux clients et aux photographes d'accéder, au carbone à moindre prix et c'est des trépieds qui fonctionnent très bien. Alors il y a des très entrées de gamme aussi dans ces marques-là, mais ils ont vraiment développé des gammes, pour justement proposer des choses qui sont très qualitatives. Des marques comme Sirui, Benro, c'est des marques, nous, on vend très bien, on les trouve très bonnes et en plus d'expérience, on en vend beaucoup, et on a très peu de retours dessus. Donc c'est que c'est des produits qui sont fiables et c'est ça qui peut être un peu déroutant parce que les gens ont, quand ils viennent en magasin, souvent ils ont un peu justement ces marques, historiques en tête, Ouais. et en plus quand on leur propose, des choses, qui sont équivalentes à moindre coût, ben, c'est voilà, les gens sont un peu surpris et nous on leur dit: «Mais d'expérience vraiment, c'est des marques qui fonctionnent très bien». Manfrotto, c'est encore une très bonne marque, qu'on vend, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup par exemple Sirui, nous en magasin on en vend beaucoup. Ils ont des trépieds vidéo qui fonctionnent très bien. Alors après c'est toujours une question de charge et on n'est pas au niveau de Staedtler évidemment, hein, mais ça marche bien. Moi, j'ai une petite question justement, parce que j'ai effectivement constaté une montée en qualité de ces marques-là, mais d'expérience, il y a des sites de vente de pièces détachées pour, Manfrotto. Moi, ça m'arrive très régulièrement de devoir, changer une pièce, quelque chose. Est-ce que ça existe aussi, du coup, chez ces marques-là? Alors non, il y a pas de vente de pièces détachées comme ça, mais par contre, il y a un SAV, donc s'il y a un problème, nous, on peut, demander à la marque de nous fournir la pièce détachée. L'avantage des trépieds, c'est que de la mécanique et généralement tout se démonte. D'ailleurs, il faut les démonter pour les nettoyer, pour, gagner en longévité. Attention aux grains de sable, hein. Ouais. Si vous photographiez sur la plage ou un coup de vent, Ah, j'en Grains ai de sable, eau salée, c'est ça, c'est par contre, c'est pas bon. Non. Encore le carbone le supporte bien, mais par contre les pièces internes qui sont pas en carbone, elles aiment pas. Donc il faut vraiment les entretenir aussi les trépieds, mais en tout cas oui, ça fonctionne bien au niveau du SAV, si on a besoin d'une pièce, s'il y a, une section qui a lâché, ce genre de choses. Tu peux nous donner des ordres de grandeur de budget auxquels il faut s'attendre si on veut voilà, un bon kit trépied de voyage, un bon kit trépied, on va dire peut-être un peu plus orienté studio et un bon kit trépied vidéo? Alors en kit voyage qui fonctionne très bien, c'est le Sirui 7C qui charge à 8 kilos, donc ça reste très intéressant. Il est autour des 130 €, donc c'est imbattable. Ça va. Ah ouais, il a une petite rotule ball en plus, donc franchement ça c'est un petit kit, prêt à partir qui est très bien. Chez Sirui toujours, tu vas avoir, des trépieds vidéo à partir de 300-400 €, Ok. qui commencent à être bons avec des rotules fluides. Chez Benro également, tu as une gamme qui est très bien, c'est la Mac 3. Qui sont des trépieds, vraiment baroudeurs avec, des systèmes, de pointe, pour faire de la prise de vue extérieure, des colonnes réversibles, ce genre de choses, et on tourne autour de 400 € pour avoir un bon trépied. Mais comme je disais tout à l'heure, ça dépend toujours de la charge dont on a besoin puisque en carbone, on peut commencer à moins de 100 €. Chez Sirui, ils ont le trépied, 5C qui charge à 4 kilos. Il est minuscule, hyper léger et il est en dessous des 100 €, même en carbone. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Bon. Allez, on continue notre réflexion avec désormais le travail à main levée, la base finalement pour un photographe. Cette technique de prise de vue naturelle permet une totale liberté pour le photographe, mais nécessite quelques connaissances fondamentales pour éviter de tomber dans les problématiques de flou de bouger. Sur ce point précis d'ailleurs, les constructeurs ont développé et amélioré des technologies de stabilisation ultra poussées, comme nous l'explique Albert Demont, directeur de la boutique Panajou Bordeaux. Alors cette technologie, en effet, elle a démarré avec les optiques, dans un premier temps sur les réflexes. Donc on avait des stabilisations, on parle en termes de stop, donc qui atteignaient en général, 4,5-5 stops, parfois 5,5 stops, de stabilisation. Donc ça permettait, de travailler avec des focales assez longues parfois et d'arriver à descendre, donc sa vitesse d'obturation pour récupérer un peu de lumière.
Et avec l'arrivée de l'hybride, on a vu les premiers cumuls de stabilisation, parce que maintenant on a désormais des boîtiers qui sont capables de travailler en concert avec, l'optique. Et donc on a un cumul de stabilisation entre, son optique et son capteur, ce qui permet, chez certaines marques et sur certains boîtiers d'arriver à jusqu'à 8 stops de stabilisation. Donc dans un premier temps, c'était souvent sur les boîtiers micro 4 tiers, donc qui ont des capteurs qui sont, un peu plus petits et donc plus faciles à stabiliser. Mais maintenant, on voit des boîtiers plein format comme, le Sony 7R5, le Canon R5 II qui ont des stabilisations qui sont, tout à fait bluffantes. Chez Panajou, on essaie vraiment de parler, de cette fonctionnalité parce qu'au-delà d'être un argument de vente, c'est vraiment un gros confort pour les utilisateurs, de pouvoir sortir, prendre des photos sans trépied. Ça permet quand même d'alléger le sac photo. On sait que les sacs photos, sont souvent lourds parce qu'on est gourmand, de rajouter des optiques, des accessoires et cette capacité, des boîtiers de stabiliser l'image, ça permet quand même, de pouvoir travailler, sans trépied et voire parfois de faire de la vidéo sans stabilisateur. Donc moi qui fais beaucoup d'animalier, c'est des technologies que j'adore. Le nombre de fois où, je me suis retrouvé dans des situations de vraiment très basse lumière, tard le soir, sur des animaux en déplacement, par exemple, avec un 600 millimètres, maintenant, notamment chez Nikon, à main levée, on peut descendre, aisément à 1/20 de seconde, voire 1/10 de seconde. C'est tout simplement, bluffant. Puis ça permet d'éviter de se balader à un trépied lourd, quand on sort avec du matériel qui est déjà quand même assez imposant. Donc, c'est un vrai confort et je pense que, les utilisateurs débutants comme les professionnels, se régalent de ces technologies-là. Moi, je me rappelle d'une règle un peu mémotechnique pour connaître finalement ce temps de pause limite à ne pas dépasser à main levée, hormis toute considération de stabilisation, qui correspond à l'inverse de la focale. Autrement dit, on travaille au 50 mm, c'est 1/50 de seconde. On travaille au 100 mm, 1 centième, etc., etc., etc. Et donc, on se rend compte que plus la focale est importante, plus finalement ce temps de pause doit être court et plus on risque d'être sujet à ce phénomène de flou de bouger photographe. Ça paraît un peu trop beau pour être vrai, Marie, cette histoire de maintenant avec la stab embarquée, double stab même dans certains cas, quasiment le trépied n'a plus vraiment d'utilité à main levée grâce à cette stab. Trop beau pour être vrai, non, franchement ça marche bien. Les capteurs stabilisés sont assez impressionnants avec les stabilisations, d'optique et le couple fonctionne, vraiment très bien et on gagne en stabilisation et on gagne en stabilité. Donc c'est vrai que le trépied, a toujours lieu d'être, on en discutait en première partie, mais du coup, on peut s'en affranchir, beaucoup plus souvent. Oui, puis la règle que tu rappelais, Arthur, c'est toujours bon de l'avoir en tête, ça donne des repères. C'est surtout valable sur des sujets fixes, parce que dès Ah bah lors qu'un oui, sujet est en faut mouvement et en pas fonction de la mélanger focale, les deux types de flou de bouger. voilà, il y avait pas mal de choses quand même derrière tout ça, mais il faut l'avoir en tête. Maintenant, quand on a la stab, effectivement, le 50e de seconde va plutôt devenir même un quart de seconde à 50 millimètres. C'est assez fou. On pourra Ouais. obtenir des photos nettes grâce à la double stabilisation aussi avec certains boîtiers. Mais La stab dans le boîtier Enfin, et dans l'optique, donc c'est assez remarquable, quoi. il y a quand même une question de définition, hein. Moi, j'ai quand même remarqué, effectivement, cette règle, je la ouais, connaissais, je toi, avec l'appliquais. tes grands capteurs, c'est plus du tout la même Voilà, règle, hein. c'est-à-dire que quand tu es sur du 20 millions de pixels, ben, en fait, ton niveau de détail est pas si élevé que ça, mais dès que je suis passé, je me souviens du 5 DSR, un des premiers trucs qui m'avait marqué, c'est j'avais l'impression que j'avais du flou de bouger tout le temps. Le R5, le GFX Mais 100, c'était pas une impression, hein. ouais, mais tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, cette règle, elle était déjà pour moi un peu obsolète quand tu montais en résolution. Il fallait plutôt augmenter et en général, enfin, j'augmentais le temps de pause par deux pour compenser cette chose-là. Moi, je te cache pas, quand il me dit 1/20 de seconde au 600 mm, c'est pas Fais l'expérience voir. que j'en ai eue, tu vois. Ça me paraît. Alors, peut-être que le mec a fait du tir sportif dans sa jeunesse, parce que moi, clairement, je l'ai fait pas, hein. Ah, mais ce que tu dis, c'est très vrai. Et je m'en suis aperçu en ayant en main le GFX 100 RF, donc le dernier
compact T'as de la Fuji chance. qui n'est pas stabilisé. J'ai eu beaucoup de chance. On a beaucoup de chance ici. Et l'avoir eu en main, faire des photos avec, eh ben, je me suis aperçu en zoomant dans les images qu'il fallait vraiment que j'augmente les temps de pause de manière significative en fait. Parce que sans stabilisation intégrée, du coup, il faut tenir compte de la très haute définition. Et je me suis revu quelques années en arrière avec les premiers Nikon D800 36 millions de pixels où il fallait vraiment faire super gaffe. Donc c'est vrai que c'est un critère à prendre en compte, quoi. Marie, pourquoi on continue encore de stabiliser des optiques quand on voit stabilisation capteur ultra performante 5 axes? On se retrouve avec des stabilisations optiques 2 axes. Est-ce que c'est pas un peu un excès de zèle et un gros coup de marketing pour nous faire payer un truc en plus alors que le capteur, théoriquement, pourrait tout faire? Alors, en fait, les stabilisations sur les optiques, c'est lié aussi à la focale de l'optique. Donc, on va avoir aussi une finesse dans la stabilisation qui est liée à la focale réelle, en fait. Donc, c'est ce qui va faire la différence. Et je pense qu'en fait, ça fonctionne ensemble. Donc, ça va encore améliorer la stabilisation. Et en plus, sur les objectifs, il y a des modes de stabilisation et qu'on peut choisir. Par exemple, on va pouvoir dire je souhaite uniquement une stabilisation verticale pour justement faire du full filet, par exemple. Et donc ça, Tous les boîtiers le font pas, tu as raison de rappeler ça, c'est important. Par exemple, si on prend un 150-600 Sigma, on va avoir plusieurs options de stab, et notamment pour réaliser des filets, on pourra couper telle ou telle stabilisation, et ça, c'est vachement important. Mais ce que tu disais sur le fait que que maintenant il y avait une utilisation de concert entre l'optique et l'appareil, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué sur le R5. J'avais au début mes optiques EF, dont certaines étaient stabilisées. J'ai pas du tout le même rendu qu'avec les optiques RF. Donc au-delà de la qualité de la stabilisation optique qui a sans doute été améliorée, j'ai l'impression qu'ils communiquent beaucoup mieux entre les Il y deux a plus et de que, connecteurs sur la monture RF que sur les optiques EF déjà. ouais, Donc il y a plus de communication, c'est pas illogique. et ça, vraiment, je l'ai remarqué, enfin, c'est sans commune mesure entre une optique EF et une optique RF sur la communication et la qualité de stabilisation, elle est vraiment supérieure. Et puis là, on parle de main levée. Moi, je me souviens qu'il y a eu une bascule. Bon, en tout cas, en tant que testeur, à l'époque de la sortie des GH chez Lumix, je me souviens du GH5, d'une expérience de prise de vue vidéo à main levée avec le GH5 et une optique stabilisée en plus. Mais là, j'ai pris une claque. Je me suis dit, waouh, là, on est dans une nouvelle ère. On peut commencer à se détacher du trépied et filmer comme ça à main levée, quoi. C'est problématique aujourd'hui, un boîtier qui sort sans système de stabilisation. Benjamin, il a évoqué le nouveau GFX 100 RF. On peut évoquer aussi le Sigma BF qui est dépourvu de stabilisation. Ça va être plutôt des boîtiers orientés street photo. Donc du coup, les focales moins longues, la stabilisation est moins importante. Après, ils ont une stabilisation numérique en vidéo, mais effectivement, ils n'ont pas de stabilisation en photo. Ça peut être parfois une petite contrainte, mais pour moi, en fait, sur ce type de boîtier, étant donné la cible street et le type de focale qu'on va monter dessus pour le BF, on peut tout à fait s'en affranchir de la stabilisation, d'autant plus qu'il peut y avoir une optique stabilisée. Quand on s'intéresse à ce sujet de la stabilisation et quand on met les doigts dans la vidéo, parce que là, on a quand même principalement parlé de photos, on voit que les choses elles vont encore plus loin. Tu as commencé à l'évoquer, Benjamin, avec ton expérience sur le GH5. Dans le monde de la vidéo, la stabilisation numérique intervient, généralement compromis d'un léger recadrage dans l'image. Il y a des choses qui sont intégrées directement dans les boîtiers. Il y a des choses qu'on peut faire aussi en post-production. Quentin, qu'est-ce qu'on attend de la stabilisation en vidéo ? En vidéo, en gros, ça va vraiment dépendre du type de mouvement qu'on cherche à faire. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'Easyrig, qui est un système qui permet de déporter le poids. C'est aussi vendu avec un bras qui est censé stabiliser. Après, c'est pas fait pour marcher avec. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir quand même des petits mouvements haut-bas pendant qu'on va marcher. Il faut apprendre à marcher avec ce système-là. Chaque système de stabilisation va avoir ses avantages et ses inconvénients, et ils ne sont pas forcément compatibles entre eux. Par exemple, dès que je suis sur un stabilisateur, la stabilisation numérique, on l'oublie, parce que très très souvent, ça produit beaucoup Contre-emploi, de... le truc. Ouais, puis en fait, tu vas avoir des défauts, tu vas avoir si tu as un appareil qui a beaucoup de rolling shutter,
la stabilisation numérique, elle va déformer ton image. Tu vas avoir un effet un peu de jello qui est Du très bizarre. wobbling. Ouais, et puis c'est impossible à rattraper. Donc Ouais. vraiment, vaut mieux le désactiver. Et même quand on utilise un Ronin, c'est pas forcément conseillé d'activer la stabilisation du capteur parce que les deux peuvent pas forcément les deux communiquent pas et donc peuvent avoir des stabilisations qui sont un peu contradictoires. Donc moi, j'ai tendance à désactiver la stab. Alors je peux garder la stab optique, mais désactiver la stab capteur quand je suis sur un Ronin, par exemple. Et en post-prod, on peut faire des trucs de ouf en termes de stabilisation de plan. Alors en post-prod, donc en vidéo, je travaille surtout avec Resolve, qui a un moteur de stabilisation qui est très très efficace, qui est assez profondément paramétrable. C'est-à-dire que il y a plusieurs modes de stabilisation. Parfois, ça nécessite de mettre quand même un petit peu les doigts dans le cambouis, de tester des réglages, et puis de se dire qu'à un moment, même si ça peut rattraper beaucoup de choses, faut aussi accepter qu'à un moment, si vous êtes à main levée, que l'image bouge, ça fait aussi partie de l'esthétique de l'image. Il y a un truc qui est assez rigolo qui vient, donc les GoPro utilisent un système gyroscopique, donc ils récupèrent des données gyroscopiques pour utiliser un stabilisateur en post-production. Donc en gros, Numérique. on va avoir... Ouais, ok. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Non, je précisais numérique. Ouais. Oui, une stabilisation numérique en post-production sur les images qui ont été faites avec les données gyroscopiques. La FX6 permet de le faire également. Et donc, il y avait des petits bricolages qui étaient faits. J'avais un copain qui faisait ça, qui mettait une GoPro sur sa caméra et qui récupérait les données gyroscopiques et qui, derrière, utilisait ces données gyroscopiques-là pour stabiliser sa caméra. Et aujourd'hui, j'en ai pas vu, mais on m'a dit qu'il y avait des boîtiers que tu pouvais mettre directement sur ta caméra et Ok. qui faisaient à peu près ce système-là. Et visiblement, la stat gyroscopique, elle est très importante. Alors, il ne faut pas oublier aussi que tu peux avoir la meilleure stabilisation du monde. Si, par exemple, en vidéo, tu as du flou de bouger parce que tu as un filet, eh ben, tu vas stabiliser ton image, mais tu vas avoir ton flou de bouger. Donc, tu vas te retrouver avec une image qui a l'air d'être fixe, avec un flou de bouger qui apparaît et qui disparaît. Donc, il faut aussi penser que quand tu es en mouvement et que tu sais que tu vas restabiliser derrière, tu augmentes un petit peu ton shutter pour essayer de contrer cet effet-là. Tout ça est très, très technique. Il faut anticiper beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que ça a beaucoup amélioré. C'est pas non plus magique. Il faut savoir l'utiliser. Oui, et accepter certains défauts. Et accepter certains défauts ou se dire, si tu veux quelque chose de parfaitement stable, en mouvement, oui, tu vas avoir des Ronins, mais je veux dire, les Steadicamers n'ont pas disparu. Et il y a une raison pour ça. Même si j'ai vu de plus en plus de films qui étaient tournés avec des Ronin 4D, avec des choses qui étaient... Ronin 4D, proposition hyper intéressante. Enfin, Explique peut-être. Donc le Ronin 4D, c'est DJI qui a sorti ça. C'est une caméra qui est montée, qui a un stabilisateur intégré. Donc c'est vraiment un mélange entre un drone, une caméra et un Ronin. Et donc c'est beaucoup utilisé quand tu fais du mouvement. Moi, j'ai des copains qui utilisent ça pour faire de la voiture ou pour faire genre des plans avec des mouvements très très rapides où ils sont en quad, où ils sont des choses comme ça. Et ça, je l'ai vu de plus en plus utilisé en cinéma. Ce qui t'évite de... Donc ça remplace pas complètement un Steadicammer, mais pour certains plans, ça peut suffire. Et la stabilisation est bluffante sur le Ronin 4D. On revient un petit peu à ce travail à main levée en photo. C'est quoi les avantages et les inconvénients de cette technique de prise de vue, mis à part cette histoire de flou de bouger? Typiquement, Quentin, toi, quand tu fais des shootings mode ou des portraits très posés ou de la beauté, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, tu vas te dire « je vais travailler à main levée » et à un autre moment, tu vas te dire « je ne vais pas travailler à main levée » ? Alors, il y a une question de spontanéité. C'est vrai que parfois, monter un boîtier, être fixé sur un cadre, etc., on perd cette espèce de liberté qu'on a où ça peut être agréable de pouvoir cadrer facilement là où on veut. Par exemple, la main levée, ça m'arrive en photo de cosmétique où je vais avoir une mannequin qui va bouger, qui va tourner la tête, et je veux garder un cadre à peu près cohérent. Donc, je suis obligé de bouger mon cadre en permanence. Et avec un trépied, je vais être un peu trop contraint. J'avais essayé des choses justement avec des monopodes dont on parlait tout à l'heure. C'est pas aussi magique que ça. Il y a quand même le fait que tu peux l'incliner, mais du coup, il faut corriger quand même ton roulis, etc. Alors ça, à main levée, c'est très bien. Avec une question, c'est que en studio, je vais shooter beaucoup en connecté. Et donc, en fait, à la fin de mon shoot, qu'est-ce que je fais avec mon appareil ? Je vais pas le poser sur la table où il y a l'ordinateur parce qu'on va le faire tomber. Donc, je vais avoir mon trépied à côté pour pouvoir le refixer à chaque fois.
Et il me sert presque plus Ouais, de support, quoi. repose Ouais. boîtier. Voilà, de rangement. Et là, tu touches à un truc super important. On en revient au choix des rotules. Et on n'a pas trop parlé de la norme ARCA. Mm. Mais c'est important de regarder ça, en fait. Les plateaux de fixation rapides, comme on les appelle, tu peux peut-être nous dire 2-3 choses là-dessus, Marie? Ce qui est génial, hein. Enfin, Alors là, on va dire que 99% des rotules ont un plateau rapide qui se déconnecte en fait très rapidement, d'où son nom, de la rotule, qui permet de ne pas avoir à visser, dévisser, et qui se fixe donc sur le pas de vis d'un quart de pouce, pardon, qui se trouve sous l'appareil. Donc ça, c'est hyper pratique. Avant, chaque marque avait un peu ses plateaux rapides, et Arca Suisse a créé un modèle de plateau qui est devenu une norme. Et donc du coup maintenant, la plupart des trépieds, enfin la plupart des rotules, pardon, ont des plateaux qui sont en norme Arca Suisse. Donc en fait, on peut avoir un plateau et 4 rotules. On n'a pas besoin de changer, de redévisser pour avoir le plateau compatible avec la bonne rotule. Donc c'est hyper pratique et il y a plein d'accessoires dérivés justement de ces rotules Arca avec chez Peak Design par exemple. Exactement. Donc, ça fonctionne. Leurs sangles qui sont les keufs par exemple qui sont munis d'un petit plateau et ça change tout et ça incite à utiliser du coup le trépied parce que comme tu le disais Quentin, tu as ton trépied qui est posé, tu peux laisser ton boîtier dessus puis tu as envie de shooter je sais pas à la verticale, de faire un truc sur le vif avec au télé, paf, tu le saisis en un clin d'œil et tu fais ta photo. Enfin, ça change beaucoup de choses. Sachant que maintenant, la plupart des cages qu'on va installer sur des appareils photo pour avoir une ergonomie plus proche d'une caméra, elles vont intégrer directement la norme ARCA, et donc sans avoir besoin de rajouter d'accessoires, avec un petit quick release donc, que je vais rajouter sur mon trépied. Je peux le fixer directement à la cage. Et donc, effectivement, ça gagne du temps, ça te rajoute pas 50 parce que tu vas avoir ton boîtier, ta cage, puis si tu vas rajouter souvent un système pour fixer ton câble quand tu joues en connecté, parce qu'on sait tous que la prise USB des boîtiers, c'est en général le talon d'Achille et que, enfin, moi j'ai des boîtiers que je fais réparer tous les ans à cause de ça. Un jour, il va falloir passer au sans fil sur ce sujet-là. J'aimerais bien, ouais. Mais après, sans fil, si tu shootes avec 100 millions de pixels, faut avoir de la patience, quoi. Et de la batterie. Et de la batterie. Mais donc, du coup, c'est vrai que ça, le fait d'avoir même des systèmes de quick release pour pouvoir fixer enfin, en tout cas, des systèmes pour pouvoir fixer des câbles pour éviter que ça tire sur ta prise si jamais tu as de la tension. Tu as aussi maintenant la norme ARCA dessus, tu as ces petites plaquettes, et donc du coup, tu vas les fixer facilement sans être obligé de jeter 50 accessoires derrière ton boîtier. C'est la marque TetherTool qui fait ça, entre autres, et ça fonctionne très bien. Ces systèmes, justement, pour éviter d'avoir le câble qui tire sur la prise, c'est pas mal. TetherTool, c'est le plus connu. Il y a pas mal de marques, mais qui sont plutôt des marques qui sont utilisées par ce qu'on appelle les opérateurs numériques. Donc, c'est les gens qui vont... Voilà, les digital assistantes. Et effectivement, il y a plein d'autres marques. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu un trou noir. Je suis rentré dans ce truc-là, dans ces systèmes. J'en ai testé plein. J'ai du TetherTool, j'ai du 9V, j'ai du Cobra Tether. Enfin, il y a plein de systèmes différents qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Et effectivement, c'est un peu un rabbit hole. Et en plus, les 3/4 des trucs sont pas distribués en Europe. Donc, tu payes des frais de douane. Enfin, voilà, ne faites pas ça. Il y a peut-être un truc à jouer là, Quentin, du coup. Ouais, merci pour les conseils. Voilà, si vous voulez, Miss Numérique a essayé d'importer un petit peu du 9V, du Cobra Tether, des choses comme ça, du Aria 51, allez-y, on en a besoin. C'est noté. On reste ouvert à toute proposition. Tant qu'il y a de la demande, on n'a pas de problème. Alors, si le travail à main levée en photo peut sembler intuitif, en vidéo, il l'est beaucoup moins. On a entendu la semaine dernière la véritable passion pour cette technique de prise de vue par le réalisateur Nikos Argilet. Et aujourd'hui, on vous propose d'écouter Julia Swell nous sensibiliser à l'importance de bien s'entraîner avant de se lancer sur une presta vidéo à main levée. Alors, moi je travaille, beaucoup, beaucoup, beaucoup à main levée. Pourquoi? Déjà parce que je suis une crevette. C'est-à-dire que je suis une nana qui pèse, 50 kilos, donc moi le trépied, quand c'est des longues journées de 12 heures de tournage, devoir le soulever avec ma caméra, qui a sur cette même caméra, un moniteur de retour, un micro, parfois d'autres accessoires. En fait, c'est super lourd et ça m'épuise. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'être beaucoup plus créatif en matière de composition d'images. Ça va me permettre de pouvoir passer en 2 secondes, d'une plongée à la contre-plongée, aller chercher un détail en passant de l'autre côté, enfin j'adore. J'adore, maintenant en plus moi je travaille avec des caméras qui sont super stabilisées donc
Il y a plus beaucoup de mouvement et puis bon, bah, selon les projets, je tourne aussi quasiment tout le temps à minimum 50 images secondes. Donc au pire, s'il y a un peu de bougé, je le ralentis en post-prod, et puis surtout, faut pas oublier de préciser que filmer à la main, ça s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Moi, je me stabilise avec la respiration, avec mes hanches, avec une position de bras particulière. Je sais que j'ai des potes, souvent je dis: «Pourquoi t'as jamais filmé à main levée? Essaye» et puis, les premières fois, c'est une catastrophe. En fait, il faut absolument, en plus, si possible, travailler avec un moniteur de retour parce que si on regarde juste sur le petit écran de retour de l'appareil, on a l'impression que c'est stable et en post-prod, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que ça bouge partout et puis on n'avait rien vu. Quand on parle à main levée, il y en a aussi beaucoup avant qui utilisaient le comment ça s'appelle? Le strap de leur appareil photo, c'est-à-dire la lanière. Pour pouvoir aussi s'aider, c'est-à-dire on filme à main levée, mais en tendant la lanière autour de son cou, histoire d'avoir un mode de stabilisation supplémentaire. Et puis sinon, bah, ce qui est joli à main levée, généralement, c'est d'essayer de tourner un tout petit peu autour d'un objet, essayer de faire un ou 2 pas en suivant quelqu'un ou en avançant vers quelque chose. C'est ça, ou parfois juste tout simplement faire presque un plan fixe, mais voir à quel moment on commence à avoir du bouger, quoi. Et en fait, c'est une histoire de position d'orteil, de respiration, de où est-ce qu'on met ses coudes, donc faut vraiment essayer plein de choses. Moi, je sais que le combo, coude sur les hanches et respiration où j'expire tout doucement après avoir pris une longue inspiration et puis là, je fais mon plan et bah, tout ça, ça marche, mais ça demande vraiment de s'entraîner et puis de regarder un petit peu ce qui fonctionne. Moi, j'utilise principalement le mode main levée, avec un 50 ou un 40. J'utilise beaucoup un 40 millimètres Batis que j'adore depuis des années et des années, et avec celui-là, je tourne tout le temps à la main et je peux m'approcher très près du sujet, donc ça, c'est assez pratique. C'est-à-dire que sur une journée entière presque, je pourrais, une journée entière, je sais pas moi, presque de mariage, je pourrais la faire au 40 millimètres. Je peux m'approcher très près pour filmer les alliances. Ensuite, je me recule en courant et ensuite je reprends une petite respiration. Je m'approchais de la mariée, je vais la filmer en train de se faire maquiller. Tout ça, c'est possible, à la main. Donc avec ce genre d'optique, c'est assez cool, mais vraiment ça demande de l'entraînement. Ne faites pas ça sur une presta sans vous être entraîné d'abord. Parce que finalement, la meilleure prescription qu'on pourrait faire à un vidéaste qui doit s'entraîner à ça, c'est des cours de yoga pour travailler la Ou respiration, d'apnée. la posture ou de l'apnée. Oui, tu es bien placé pour le savoir, Benjamin. En vidéo, le travail à main levée, il fait partie de la signature artistique finalement de l'opérateur ou du réalisateur. On essaye de contrer le tremblement et le flou, mais dans certains cas, il est voulu. Alors, moi, j'utilise assez peu de la main levée, hein, et je me souviens que, bon, dans les stabilisateurs, les options de stabilisation, il y a eu des modes, il y a eu des choses qui n'existent quasiment plus. Je me souviens qu'à un moment, il y avait c'était la grande mode des cross-épaules et donc on avait des systèmes avec des rails qui s'appuyaient sur l'épaule et puis parfois, il y avait même des petites barres, avec des ressorts qu'on allait mettre sur les hanches pour essayer d'amortir un peu le poids et Mmh, cetera. mmh mh. Et je me souviens que quand j'ai commencé la vidéo, j'en avais une et je faisais ça, vraiment. Ensuite, à peu près au même moment, mais c'était avant les Ronin et tout ça, il y avait ce qu'on appelait des espèces de petits glides. Donc c'était des systèmes avec des contrepoids, et pareil, ça a complètement disparu parce que les Ronin sont arrivés et sont, entre Et la guillemets stab dans les boîtiers, hein. et Enfin, bien sûr, et la stab dans les boîtiers. un peu concomitant. Mais du coup, j'ai toujours utilisé des systèmes de stabilisation un petit peu, mais aussi peut-être parce que je faisais des plus grands mouvements ou des choses comme ça, ou peut-être que je bouge plus que je suis plus nerveux que Julia, qui, on l'entend, est très zen. Et Zen est sportive quand même, hein. ouais. Elle parle de l'importance du physique dans Mais non, mais ce elle a raison. Moi, j'ai vu des photographes, pardon, j'ai vu des réalisateurs effectivement travailler à main levée, et eux te font des mouvements avec pas un mouvement parasite, pas un tremblement, pas un truc. Effectivement, je pense qu'on n'est pas tous capables de le faire. Ce qui a permis ces systèmes de stabilisation, c'est que ce qui n'était faisable que par une petite minorité d'élite à main levée, il est faisable par des tas de personnes aujourd'hui, même si je suis d'accord avec ce que dit Julia, même avec un stabilisateur, même avec un easy rig, même avec un Ronin, ça demande de l'entraînement, ça demande de la fluidité de mouvement. Et si les crosses d'épaule ont disparu ou certains accessoires, on en trouve encore, Marie, des accessoires quand même dédiés au tournage à main levée, si on peut dire? Oui, on trouve encore ces accessoires-là. Ça se vend effectivement moins, les crosses d'épaule depuis l'arrivée des stabilisateurs.
Mais il y a encore des gens qui souhaitent fonctionner avec ça, parce qu'en plus, on peut mettre des follow focus, même si aujourd'hui, on peut commencer à le faire sur les stabilisateurs. Voilà, on peut accessoiriser sa creuse d'épaule, donc ça fonctionne plutôt bien. Il y a plein d'autres systèmes de stabilisation. Alors après, il faut trouver celui qui nous convient le mieux. Il y a des systèmes qui sont... il y a un système qui est assez sympa, qui a un gros coussin qui s'appelle Focusrate, et qui en fait un sac de lestage qu'on peut garder en bandoulière et on peut se stabiliser en mettant son C'est appareil. comme le sac de riz un peu, mais c'est quoi? Il va épouser la forme du Ouais, c'est ça. boîtier? En fait, ça fait comme un gros sac banane dans lequel on peut mettre son matériel et en même temps, on peut stabiliser parce que comme il est assez large, on peut poser son boîtier dessus. La sangle est réglable, c'est très confortable et on peut poser. Donc, ça permet d'éviter d'utiliser un stabilisateur et en même temps, ça permet de stabiliser son appareil. Donc, C'est un doudou, quoi. Mais ça, c'est ouais, voilà. c'est un système qui est assez récent parce que je l'ai vu de plus en plus apparaître depuis 2 ans. Là, il y a aussi une marque qui s'appelle SAK, SAKK, qui fait à peu près la même chose. C'est des trucs qui sont gonflables en plus. Donc, Vous du pouvez coup, redire le nom? Ah ouais, ça... SAKK, SAK. Non, le principe. T'appelais ça comment? T'appelles ça, ouais. Alors, nous, c'est des sacs de lestage. La marque que nous, on propose, c'est Focusrate. Voilà. Mais j'ai un copain qui fait ça, mais juste avec son ventre. Alors là, c'est des bières qu'il faut boire en quantité industrielle pour. Est-ce qu'il bouge autant pour que Julia, réussir du coup? à ça. Je pense qu'ils n'ont pas la même manière de travailler, effectivement. Ouais. Tu peux mettre des canettes dans le sac Non, mais aussi, ça marche bien. C'est pas une blague, hein, je l'ai vraiment vu. Il a les 2 coudes posés sur son ventre, comme ça le stabilise et tout. Et le pire, c'est qu'il fait des plans hyper stables au 200 mm. Quoi. C'est plutôt bluffant. Donc, ouais, tous les physiques donnent des avantages et des inconvénients. Et puis on vous invite à réécouter le témoignage de Nicolas Argilet là-dessus, qu'on a reçu la semaine dernière et qui nous raconte de manière assez formidable comment il fait corps avec son boîtier. C'est un peu une autre technique encore par rapport à toutes celles qu'on décrit. Et vis-à-vis de ces gimbals, Marie, bon, DJI domine largement le marché. Il y a 2 grandes familles. Il y a les séries RS, avec le RS4, qui est le dernier modèle, et la série Ronin. C'est quoi qui les différencie fondamentalement? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire avec un Ronin qu'on ne peut pas faire avec un RS4? Alors en fait, les Ronin sont des gros stabilisateurs, généralement pour des grosses caméras qu'on va utiliser plutôt sur des gros tournages avec, on peut mettre ça sur des véhicules, etc. Donc ça se fixe un peu différemment. C'est beaucoup plus encombrant. Généralement, il y a 2 poignées. Contrairement au stabilisateur RS où on va être sur une poignée principale. Alors, il y a de l'accessoire qui permettent d'avoir 2 petites poignées, mais les stabilisateurs aujourd'hui qui ont inondé le marché pour la plupart des filmmakers, c'est vraiment les RS. Aujourd'hui, les Ronin 2, ça reste un produit qui est hyper quali, qui est très intéressant, mais qui fonctionne plutôt sur des prods un petit peu plus conséquentes. Il y a Zhiyun qui est arrivé aussi sur le marché, qui propose des choses de qualité à des prix plutôt doux. Oui, Zhiyun fonctionne également très bien. Et en fait, on se rend compte en discutant avec les utilisateurs de stabilisateurs que justement, il y en a qui préfèrent une marque plutôt qu'une autre et c'est souvent lié à la stabilisation. Trop smooth, pas assez smooth. Et généralement, les gens Pourtant, disent ça se calibre un peu, ça, non? ça se calibre, mais du coup, nativement, en fait, ils ont des moteurs et des résistances un peu différentes. Et du coup, les gens vont nous dire, ah bah, moi, je préfère la marque Zhiyun parce que je trouve ça, je trouve que ça a une autre façon de stabiliser par rapport à DJI. Donc, chaque marque a aussi ses qualités et ses avantages. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir partagé tous ces conseils avec nos auditeurs. On met donc un terme à cette discussion et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Marie Courtel et Quentin Caffier pour parler technique de prise de vue, travail à main levée ou au trépied. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Quentin, Marie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Quentin. Est-ce que le trépied est un accessoire incontournable, aussi bien pour les photographes que les vidéastes? Oui.
On va essayer de un tout petit peu moins résumer et Ouais. synthétiser que ça. Ok. Moi, j'allais dire non. C'est marrant. On recommence le débat. Alors évidemment, ça dépend du type de photo et de vidéo que tu fais, mais je pense qu'il y a tellement ça ouvre tellement de possibilités créatives. Je pense que ça fait partie du kit que n'importe quel photographe ou vidéaste va avoir, parce qu'il y a forcément un moment où il va s'en servir. Mais pas avec les mêmes rotules, du coup. Pas forcément avec les mêmes rotules et pas forcément au même moment, mais en tout cas, ça fait quand même partie des éléments. Quand tu fais de la photo et la vidéo, il y a forcément un moment où tu vas avoir besoin d'un trépied. Et bien justement, rentrons dans les exemples de ces moments. Qu'est-ce que permet de faire, par exemple, un trépied en photo et qu'est-ce qu'il permet de faire en vidéo? Contrôler son cadre de manière plus précise, faire des séries d'images ou des séries de vidéos avec exactement le même emplacement et le même cadrage. En photo, tu peux travailler avec des poses plus lentes, voire vraiment des poses très très lentes si tu es en paysage, que tu veux effacer des personnages ou des choses comme ça. Voilà, et avoir des plans fixes et bien composés. Et en vidéo, petit clin d'œil à Nico Sargilet de faire de très beaux mouvements panoramiques. Il Voilà. déteste ça. Donc... Marie, quelles sont les grandes familles de trépieds et les principales caractéristiques auxquelles il faut être attentif avant de se décider à en acheter un? Alors, il va y avoir les trépieds qui sont livrés avec des rotules incluses. Il y a des trépieds qui sont vendus seuls. Après, on aura des trépieds photo et des trépieds vidéo. Donc, le choix numéro 1, c'est le poids de son matériel. Donc ça, c'est indispensable. Les gens pensent parfois qu'on peut avoir un petit trépied, mais on va vraiment mettre en danger son matériel si on ne prend pas un trépied qui a la charge nécessaire pour charger son matériel. Après, ça va être le matériau utilisé, ça va être carbone, aluminium, le type de rotule dont on a besoin, rotule ball, rotule 3D, rotule vidéo, rotule pendulaire aussi pour de l'animalier. Voilà, on a ces choix-là, le poids du matériel, le poids du trépied, son encombrement si on voyage beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est un produit qui n'est pas un produit si compliqué que ça, mais il y a beaucoup de critères à sélectionner pour choisir le trépied qui sera le plus adapté à son usage et le moins contraignant. Parce que si on commence à considérer son trépied comme une contrainte, on ne l'utilise plus et ça n'a plus d'intérêt. Et tu as abordé quelque chose au cours de la discussion, on est passé rapidement dessus, mais la possibilité parfois de remplacer les embouts par des pointes. Et les pointes, c'est pas mal aussi sur certains types de sols, plus meubles ou autres. Ça, toutes les marques le font pas. Non, toutes les marques le font pas. Donc, les trépieds sont livrés avec des embouts caoutchouc antidérapants classiques pour un sol dur. Et effectivement, certaines marques comme Benro, par exemple, sur la gamme Mac 3, proposent des systèmes de pointes qui vont se fixer. Donc, c'est l'embout qui se dévisse tout simplement pour fixer la pointe à la place et qui vont permettre effectivement de stabiliser le trépied dans des sols beaucoup plus meubles en extérieur. C'est très, très intéressant pour les photographes animaliers pour avoir une très bonne stabilité, par exemple. Marie, je reste avec toi. En quoi les technologies de stabilisation permettent d'étendre les possibilités de travail à main levée pour les photographes et les vidéastes? Alors effectivement, maintenant, la plupart beaucoup d'appareils sont dotés de la stabilisation capteur. On a les optiques également qui sont stabilisées, donc ça permet de pouvoir stabiliser à main levée son matériel sans avoir à utiliser un trépied pour avoir un cadrage propre. On peut monter jusqu'à combien d'IL de compensation avec un boîtier ultra performant très récent? Je crois qu'on peut monter jusqu'à 8 IL. C'est à peu près ce qui est donné. Ouais, c'est Par ça. la plupart des fabricants qui vont faire de la double stab, on peut citer Canon, on peut citer OM System, on peut citer Lumix, qui revendique souvent l'8IL avec des zooms transstandards. Donc c'est en général des 24-105 stabilisés aussi. Je crois même qu'on va jusqu'à 8,5. Mais bon. C'est colossal. C'est colossal. Ah oui, 8IL. c'est colossal, mais voilà, ça change beaucoup de choses. Quentin, pourquoi en vidéo, on fait aussi appel à de la stabilisation numérique par recadrage directement intégrée sur le boîtier et ou appliquée en post-production? Alors, la stabilisation numérique, ça va permettre de compenser une partie des mouvements qui vont être difficiles à compenser avec la stabilisation du capteur. Ça peut produire des défauts. Donc, c'est quand même moins efficace une stabilisation numérique qu'une stabilisation physique, capteur ou optique ou stabilisateur au moment de la prise de vue.
Ouais, si on a bien écouté l'échange, tu recommandais pas forcément de passer par la stab numérique. J'ai l'impression que souvent la stab numérique, alors en tout cas celle qui est intégrée dans les boîtiers, souvent c'est pour ne pas avoir à mettre un stabilisateur mécanique et clairement l'aspect est moins bon. Et je parlais notamment du fait que avec la vitesse d'obturation qu'on va mettre, on peut avoir des espèces de flous de bouger qui vont rester malgré la stabilisation et qui vont faire des effets pas du tout naturels. Ou encore une fois, on parlait du rolling shutter. Et en fait, une stabilisation numérique sur un rolling shutter, ça marche pas. Hmm. Quentin, je reste avec toi. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques avantages et quelques inconvénients à faire le choix de travailler à main levée? Plus de liberté, plus de spontanéité, possibilité de modifier son cadre dès qu'on a un sujet qui est en mouvement ou qu'on est dans quelque chose voilà, de plus, peut-être de plus sportif. C'est quand même beaucoup plus simple d'être à main levée. Mais il faut souvent, quand même, malgré les stabilisations internes, malgré etc., trouver un système de stabilisation ou de report du poids pour que les images restent, en tout cas en vidéo, pour que ça reste exploitable. Et Marie, pour terminer, quel type d'accessoires peuvent aider les vidéastes à ce travail, justement, à main levée? Alors, on a les stabilisateurs, chez DJI ou chez Zhiyun, dont on parlait tout à l'heure, qui sont des stabilisateurs avec des moteurs sur les 3 axes qui permettent vraiment de stabiliser, qui fonctionnent très bien. Il existe aussi des petits accessoires, donc il y a des vestes un peu de Steadicam, il y a des sacs de stabilisation, il y a des crosses d'épaule également. Il y a pas mal d'accessoires, soit des accessoires mécaniques, soit des accessoires avec un numérique, comme les stabilisateurs de chez DJI ou chez Zhiyun. Les drones, hein, ils permettent de filmer à main levée. C'est vrai. En fait, la stabilisation ultime. J'ai quand même l'impression que quand même. plus ou moins, voilà, ce que c'est cette techno-là qui a été développée dans les drones qui a permis à DJI de prendre de l'avance là-dessus, quoi. Et de virer tout ce qui était grue, certains supports aussi, quoi. Donc, Ouais. Mais il y a effectivement des tournages où ils utilisent le drone à main levée et après ils le lâchent pour pouvoir Ouais. continuer à faire un plan séquence en vue aérienne. C'est assez Voilà. bluffant. ou des travelling. Complètement dingo. Merci à vous deux pour toutes ces explications. Il est temps de la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Marie-Quentin, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Quentin, tu feras un effort à répondre autre chose que oui ou non. Avez-vous bien compris la consigne ? Compris. Oui, Arthur. Alors c'est parti. Première question pour toi, Quentin, qui nous vient de Rofoto64. Pourquoi, avec un trépied, il est préférable de désactiver la stabilisation du boîtier et de l'optique ? Principalement parce que tu peux avoir des mouvements parasites qui sont créés et qu'à partir du moment où tu vas être sur un trépied et que ton boîtier est fixe, tu n'as pas besoin de la stabilisation. Tu te souviens, quand on était à l'école, on avait fait des travaux pratiques de prise de vue holographique avec Pascal Martin, où on avait des problèmes de bouger liés au RER qui passait à 50 mètres de l'école. Et il y avait même la problématique de la rotation de la Terre qu'il fallait prendre en compte. Bah là, c'était un niveau de précision qui est quand même sans commune mesure avec Certes. la photo. Et effectivement, je me souviens qu'on avait les horaires de passage pour pouvoir lancer, comme c'était des pauses qui duraient 5 minutes. Ouais. Il fallait qu'on lance le temps de pause entre 2 RER. Donc effectivement. Bon, heureusement, on n'en est pas là sur la photo et la vidéo quand même. Pas encore. Deuxième question pour toi, Marie, qui nous vient de Clarisse. C'est quoi le budget pour un bon kit trépied rotule photo pour faire de la macro en pleine nature? Très précis. Alors, c'est extrêmement précis, effectivement. Je pense que pour avoir un bon trépied, il faut tourner autour des 300 € pour avoir quelque chose qui est assez intéressant. Parce que comme je disais tout à l'heure, et j'insiste vraiment là-dessus, attention au poids du matériel sur le trépied et à ne pas prendre des trépieds trop légers. Donc après, en fonction du poids de son matériel, ça va aussi déterminer son budget.
Et puis en macro, on peut choisir un modèle aussi qui descend super bas. Ils sont Ou pas avec tous la colonne capables de qu'on le met à faire. 90 degrés. Ou la colonne tête à l'envers. Ça Ouais. marche aussi, hein, ce système-là. Troisième question, toujours pour toi, Marie, qui nous vient d'Étienne. Est-ce que les gimbals vont disparaître à terme? Oh là là, quelle grande question. À terme, non, je ne pense pas. En tout cas, pas tout de suite. Aujourd'hui, les stabilisateurs permettent quand même de faire des choses, les stabilisateurs gimbal permettent de faire des choses que les stabilisateurs capteurs ne permettent pas. Je pense que c'est extrêmement complémentaire, même si les capteurs stabilisés sont de plus en plus performants, que les optiques stabilisées également le sont. Je pense que les stabilisateurs les stabilisateurs gimbal laissent une liberté de mouvement et de prise en main qui est hyper intéressante. Quatrième question pour toi, Quentin, qui nous vient de Passion Macro 17. Est-ce qu'on peut vraiment réussir une photo à main levée avec un temps de pause de 2 secondes? Je dirais qu'à mon avis, si tu es un ancien tireur sportif et que tu mets un 10 mm, ça devrait pouvoir passer. Ouais, mais quand on suit la règle là, des 8 ou 8,5 IL, on y arrive très très vite en fait aux 2 secondes de temps de pause. Bah déjà, ça dépend de la focale qu'on utilise, ça dépend surtout Ouais, du système qu'on utilise. Moi, je dirais qu'en micro 4 tiers, ça doit être possible. Je dirais pas que c'est possible avec un grand format comme le GFX par exemple. Et puis après, dans la nature, on trouve également des systèmes pour se stabiliser. Une grosse pierre, un tronc d'arbre, ça marche bien. C'est vrai. Oui, un mur, hein. Souvent, on bloque sa respiration, on se met contre un mur, c'est pas mal. Et pour terminer, une question de mes soins, des questions de mes soins, des questions qui tuent. Je commence avec toi, Quentin. Tu préfères, et c'est une question de vie ou de mort, devoir réaliser en un coup un portrait parfaitement net au 1200 mm sans trépied à 100 ISO au crépuscule, ou réussir un alignement parfait au trépied pour de la repro sur un sol bancal avec une œuvre exposée sur un mur de travers? Ouais, je prendrais le portrait parce que si c'est flou, je dirais que c'est artistique. 1200 mm à 100 ISO, crépuscule, accroche-toi, mec. C'est très artistique. Hein, tu joues un peu avec la roulette russe, là. C'est ultra relou, n'empêche, quand on fait de la repro. Ah, l'alignement, ouais. D'aligner ce qu'on doit aligner, donc le plan du capteur parfaitement avec le plan du tableau. On doit mettre comment on peut appeler ça, l'axe optique au milieu. Enfin, c'est un bordel. Ouais, mais quand je parlais de la galère d'utiliser des sliders motorisés, c'est ça aussi en fait. Si t'es pas parfaitement aligné, ton cadre il bouge et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Marie, tu n'y échappes pas. Pour toi, s'il devait rester qu'un seul et unique trépied, ce serait lequel et pourquoi? Oh, très bonne question. Moi, j'aime beaucoup le Sirius 5C. Il est pas cher, hyper stable pour le poids supporté de 4 kg et il s'emmène partout. Donc, dans un sac à dos photo, on l'embarque. Quelque chose à ajouter? On n'a pas parlé des GorillaPod. Moi, j'en ai gardé un et je trouve ça fun. C'est fun. Ah oui, Parce c'est que vrai. ça permet aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais de mettre de l'éclairage, un micro en complément. C'est-à-dire de stabiliser d'autres choses que des appareils photo. Puis d'accrocher ton trépied un peu où tu veux, quoi. Ce qui était la promesse de base de ces produits-là. Et ça marche. Ok, ça marche. Merci à vous deux. C'est désormais la fin de cette émission. Marie, Quentin, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu avec nous en studio ce matin pour parler de tous ces sujets passionnants. C'est le moment de vos actualités personnelles. Je commence par toi, Marie. Quelle est l'actualité, s'il y en a, de Miss Numérique? Alors là, chez Miss Numérique, on a un super mois qui est en cours. Donc, c'est le mois des super téléobjectifs. Ah. Donc, Parce que c'est le printemps. exactement. C'est à partir de quelle focale, ça? Oh, non, relance pas une émission. On a combien de temps?
ça va être compliqué. Non, mais c'est vraiment pour toutes les longues focales. Donc, on va avoir du 70-200, mais on va avoir aussi du 150-600, on va avoir du 402.8, du 604. Enfin, voilà, on va avoir toutes les grosses focales qui sont pas forcément des focales abordables. Donc, on va les avoir en prêt, en démo au magasin, disponibles sur le site. On va avoir beaucoup de disponibilité sur des très, très belles focales sur le site, des offres spéciales et également des conférences en magasin qui seront rediffusées sur YouTube en live. T'as des petits noms un peu là? Alors, j'ai eu le plaisir d'entendre tout à l'heure Kevin Meignet qui intervient le 4 avril. Très bien. Voilà, donc c'est tous les jeudis soirs de 18h à 19h, donc en magasin pour les gens qui ont la chance de vivre en Lorraine, et puis également sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On a Hugo Webb également qui interviendra à la fin du mois. On a Antonin Vincent en photosport également, qui est le photographe officiel des 24 heures du Mans. Ok. Voilà, donc on a des super noms. On a Sébastien de Danieli également qui fait de l'animalier. Et ces 4 photographes interviendront donc tous les jeudis du mois d'avril. Super. Eh ben, écoute, merci d'être venu et puis à très bientôt, très probablement. Quentin, ton actualité, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet de documentaire sur lequel tu travailles ou c'est encore un peu confidentiel? Alors, je vais pas trop en dire, mais je tourne un documentaire depuis 2 ans et demi qui se passe en partie en Polynésie française, ce qui fait que j'ai la chance de faire des voyages régulièrement là-bas. Il y a encore pas mal de boulot. C'est quelque chose qui est assez long, donc ça va pas être une actualité très actuelle. À mon avis, là, on parle d'une diffusion sur 2026. Ok, ça marche. Merci Quentin d'être venu. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Chers auditeurs, la semaine prochaine, on repart au coin du feu. Après Pauline Ballet en début de saison, nous aurons le plaisir de recevoir le photographe Stanley Leroux. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Panajou, la maison de la photographie. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.